Wesh les gens, c'est Revive, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis très heureux puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, un nouvel épisode de ce que j'avais appelé pour Métaphore à l'époque, le débat passionné. Donc pour ceux qui n'étaient pas là sur Métaphore, c'est une émission dans laquelle je vais parler avec mon pote Kosti d'un jeu vidéo qu'on a fait récemment. Voilà, ça prend un peu la forme de mes chroniques, mais ici dans une discussion de manière plus chill, plus légère. C'est un format qui vous avait beaucoup plu et on vous en remercie énormément. Déjà, bonjour Kosti. Bonjour, j'ai un grand sourire, qu'est-ce que je suis heureux. On est très content des retours, merci beaucoup. Avant toute chose, pour ce qui est de la politique de spoil, parce que je sais que les gens sont beaucoup à cran sur les spoils sur Clair Obscur, et c'est normal parce que c'est un jeu qui a beaucoup d'engouement, que beaucoup de gens découvrent en même temps, donc c'est important d'être clair là-dessus. On va s'autoriser quelques spoils d'ordre mineur, et il y aura sûrement quelques spoils visuels, mais qui seront légers. On va pas vous spoil des éléments hyper importants de l'intrigue. Et dans l'idée, je pense que si vous regardez cette vidéo-là, c'est quand même que vous avez un peu touché au jeu. Et si vous avez un peu touché au jeu, je pense que de ce dont on va parler, vous apprendrez pas grand-chose, globalement. Ce qui fait que le spoil pourrait être mauvais arrive tard et on va pas en parler. Alors, écoutez, je pense que si Kosti ça te va, on va commencer par un peu parler de qu'est-ce que c'est que Clair Obscur, même si je pense que les gens sont plutôt au courant vu le bruit que ça a fait ces derniers temps. Allons donc. Clair Obscur Expédition 33, jeu qui est sorti le 24 avril 2025, si je dis pas de bêtises, donc c'est encore très récent à l'heure où je parle. Développé par Sandfall Interactive, réalisé par Guillaume Broche. C'est un studio très récent, Sandfall. C'est leur tout premier jeu, voilà, c'est un studio qui a été créé aux alentours de 2020-2021, si je dis pas de bêtises. Donc par Guillaume Broche, qui était un ancien d'Ubisoft, qui en gros, ce mec était un fan de JRPG, donc tous les trucs desquels on parlait la semaine dernière, enfin la dernière fois pardon dans le podcast, les Persona, les Nier, les Final Fantasy, tout ça, c'est un mec qui trempe là-dedans en fait depuis son enfance. Ah mais c'est sa cam, hein, c'est sa cam. C'est absolument sa cam, et qui du coup se faisait chier dans son boulot chez Ubisoft, qui est parti pour apprendre un peu Unreal Engine. Il a commencé par développer un JRPG sur son temps libre, parce que c'est un genre qu'il kiffe. Et petit à petit, c'est devenu vraiment un vrai truc, un vrai projet où il a commencé à recruter des gens. Toutes les anecdotes d'ailleurs de rencontres sont ultra mignonnes. Voilà, il a rencontré le compositeur sur SoundCloud. Il a fait des petits posts Reddit où il demandait des comédiens de doublage alors que le truc était encore au tout début de son développement. Il y avait des images en early qui sont d'ailleurs assez amusantes à voir pour l'évolution. Bref, tout ça, c'est un truc qui est très mignon et qui me parle énormément, ce truc de un fan de JRPG qui se lance, qui fait son petit studio. Ouais, et ça se sent quand tu joues, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. C'est rare d'avoir un studio français qui se lance dans un truc aussi couillu, on va dire, qui se sont fait soutenir par un éditeur qui a pas hésité à mettre de la thune là-dedans, alors que c'est un truc qui paraît lunaire de sortir un RPG au tour par tour en 2025. Sans histoire dans le studio, quoi. Sans histoire dans le studio, absolument. Faire un studio qui est vraiment fait en grande partie de juniors, c'est ce qu'il disait. Enfin, ouais. Il y a vraiment beaucoup de choses chez Sandfall qui me font dire que c'est... L'histoire, elle tient du miracle, un truc qui arrive tellement peu en fait. C'est vrai, putain, merde. Vraiment, et c'est un alignement d'astres à tous les niveaux. Leur alignement d'astres, ces gens ont énormément bossé évidemment, mais tout se passe trop bien et je trouve ça fabuleux quoi. Et c'est déjà un des trucs qui m'avait beaucoup fait kiffer quand le jeu avait été annoncé il y a de ça un an quoi. Un studio français qui se met dans un RPG inspiration japonaise au tour par tour, c'est tellement rare quoi. Et c'est pour ça qu'on avait tous été hypés. Quelle ambition sur tellement d'aspects, on en reparlera évidemment. C'est pas du tout amateur, alors que pourtant, rien que le compositeur, c'est la première fois qu'il écrit de la bande. Ouais, c'est impressionnant, c'est absolument impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Ce qu'ils disaient globalement, c'est qu'ils ont tellement appris sur le tas en fait, dans le sens où ils étaient tellement passionnés par le projet que s'il y avait certaines choses qu'on savait pas faire, qu'ils venaient d'apprendre parce que c'est des juniors ou quoi que ce soit, bah en fait, littéralement, c'est ce qu'on fait aussi en école de JV, c'est qu'ils passaient des journées entières à juste se mater des tutos, tu vois, à apprendre sur le tas, et ça a fini par le faire, et je trouve ça fabuleux quoi, vraiment, c'est... Ça prouve que même des juniors bien drivés avec un projet de passion comme il faut, ça peut faire des folies quoi. Exactement. Donc voilà pour Sandfall globalement, j'ai cité Guillaume Broche qui est le réalisateur du jeu donc. Comme autre personnalité marquante on a Laurien Testard donc, qui est le compositeur du jeu, qui a fait un taf absolument monstrueux et qui est donc absolument nécessaire à mentionner à mon goût. Quel homme. Et j'ai pas relevé de nom à la direction artistique si ce n'est Alan Reynaud je crois, donc, qui est le lead character artist qu'on a pas mal vu s'exprimer sur les réseaux récemment, qui est justement l'un de ces juniors en fait, qui avait très peu d'expérience et qui a été capable de prouesse quoi. J'ai oublié le nom de celle qui a écrit l'histoire. Jennifer
Svedbergen, il sera écrit pour ceux qui sont sur YouTube. Parce qu'il est important ce scénario. Merci Jennifer. Pour commencer ce podcast, je tiens à revenir un peu vite fait sur... on avait parlé de notre relation avec Atlus il y a 6 mois. Là c'est compliqué parce qu'on peut pas avoir de relation avec Sandfall. Ouais. Mais par contre, je peux parler de la relation que j'ai avec ce jeu, de son annonce à maintenant, parce que je trouve ça assez intéressant en fait. Dans le sens où le jeu a été annoncé en fait il y a un an, hein. C'était je crois que c'était à l'E3 d'Xbox en même temps que Doom the Dark Ages d'ailleurs, deux jeux qui sortent presque au même moment, c'est assez drôle. Et vraiment, quand ça avait été annoncé, c'était vraiment la claque. Genre immense ce truc de putain, c'est un JRPG fait par un studio français avec une musique à l'anir, une direction artistique qui claque, un système de combat qui avait l'air d'être ultra inventif, qui reprenait les meilleurs aspects de tout ce qu'on faisait sur les interfaces de Persona, les QTE récemment de Like a Dragon, en ajoutant encore plus de côté dynamique à ce tour par tour là, enfin vraiment. Moi, la réaction que j'ai eue en voyant ce trailer, c'est putain, c'est le jeu auquel je veux jouer quoi. Littéralement, il y a tout ce que j'aime, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, c'était clairement un des jeux où on s'est dit, celui-là, on laissera pas passer ça quoi. Il y a quand même un biais aussi de. On est tellement habitué à jouer à des gros AAA, tu vois, de studios qu'on connaît et tout, que moi perso, j'avais ce truc quand même de. J'avais un petit peu peur d'un peu tomber de haut, de me dire que bon voilà, ils ont des belles ambitions, mais ça reste un double A. Petit à petit, avec le temps, j'ai un peu développé une peur de putain, si ça se trouve, ça va pas être si bien que ça, tu vois. Ok. En plus, les premiers retours qu'on avait eu, les previews que les gens avaient fait à l'époque, il y avait beaucoup de. Tu sais, ils avaient essayé, je crois, un niveau un peu de world map. Et puis les problèmes qui sont inhérents à ces trucs-là dont on parlera tout à l'heure, de type level design et tout, étaient vraiment exacerbés. Et les gens parlaient beaucoup de ça. Les retours étaient pas les plus élogieux du monde à l'époque des previews, tu vois. Et du coup, j'attendais avec une certaine appréhension d'être déçu par rapport à ce que j'en attendais, tu vois. Ok. Et si tu veux. Le jour d'avant la sortie, quand les premières reviews sont tombées, oh là là, je suis tombé de très haut quoi. J'étais en mode mais j'y crois pas. Enfin, on avait même une discussion dans notre groupe de potes où on était plusieurs à ne pas y croire, à se dire que soit ils ont été payés les journalistes, soit j'en sais rien, parce que genre c'était tellement en désaccord avec ce qu'on a vu sur les previews et en fait surtout le fait de se dire que putain la promesse a l'air d'être tenue et ça a l'air d'être réel quoi. Des notes tellement hautes. Des notes tellement hautes, mais partout. C'est le jeu qui a le user score le plus élevé à l'heure actuelle sur Metacritic. Des retours dithyrambiques partout, c'est un jeu qui... C'est assez impressionnant l'effet qu'il a eu dans le sens où il y a tellement de gens qui ont jamais joué à des jeux solo ou qui jouent très peu à des jeux solo qui se sont mis à clair obscur quoi. Ah mais j'ai vu clairement un engouement assez nouveau. Assez nouveau ouais. Et j'ai des potes qui même regardent pas particulièrement ou ont arrêté de jouer aux jeux vidéo un petit peu, qui juste son matin let's play se sont dit est-ce que je m'achète une Play 5 ou quoi tu vois. Donc non ça fait plaisir. Ouais carrément, c'est fou de voir ça fait plaisir vraiment de ouf de voir un engouement pour un tel jeu qui nous parle autant. C'est un jeu qu'on aurait imaginé, et même il le disait aussi Sandfall, un jeu de niche quoi. Ils ont fait le jeu en voulant toucher une niche, et en fait ils ont touché tout le monde, vraiment, et c'est impressionnant quoi. Si t'arrives à rendre ton truc hyper agréable, même s'il est fait de base pas pour tout le monde, bah juste ça devient un jeu hyper quali et hyper charmant. Après le jeu est charmant aussi pour d'autres raisons que ça soit de la niche, mais... Ah bah évidemment, et puis les raisons de son succès sont absolument explicables. En fait, après réflexion, vu comment le jeu a été communiqué, sur quoi est-ce que la communication s'est faite, de quoi est-ce que le jeu est fait, comment est-ce qu'il est construit et tout, on aura le temps d'en parler, mais c'est un jeu qui pour moi n'aurait pas pu se casser la gueule en fait. Ok. Ouais, pour moi ça aurait pas pu. Est-ce qu'on dirait pas assez simplement ce qu'on en a pensé? Oui, bah commençons par dire ce qu'on a pensé du jeu rapidement, je pense que ça me paraît pas déconnant. C'est un jeu que j'ai trouvé fabuleux. Oh attention, plot twist. Plot twist. J'ai trouvé Clair Obscur Expedition 33 fabuleux. Voilà, plot twist. Hot take. Hot take. Non, c'est comme j'ai pu le dire rapidement tout à l'heure, c'est un jeu où il y a absolument tout ce que j'aime en fait. Genre vraiment c'est un jeu qui a été taillé pour moi de A à Z et qui a été taillé pour beaucoup de personnes, mais je suis en fait absolument le cœur de cible du jeu. Ça parle d'art dans ses thématiques. Ça arbore un système de combat au tour par tour qui est fantastique, et moi c'est le genre de gameplay que j'aime le plus. Y a plein d'idées ultra fraîches partout. C'est un jeu qui est vraiment, ce que je ressens en global, c'est une somme en fait de beaucoup d'inspirations diverses qu'on voit mais qui transpirent partout. On voit très clairement d'où vient chaque élément, et je trouve que c'est un jeu qui globalement n'invente rien en fait, mais la manière qu'il a de tout mixer, exactement. Voilà, de venir créer des trucs ultra frais auxquels on n'aurait jamais pensé, de combiner certaines choses qu'on n'aurait jamais pensé combiner en fait, c'est au final un truc qui reste couillu, qui a un résultat qui est d'une élégance rare en fait. Je trouve que c'est un jeu qui est d'une élégance rare, un jeu qui a une cohérence dans sa narration, dans son gameplay, dans son level design, dans son game design au global,
tout est cohérent en fait, il y a pas de raté, il y a pas de truc où on se dit que non, ça aurait pas dû être là. Ouais, non, mais ça, c'est vrai, important à relever. Ouais, ça dénote ou quoi que ce soit, il y a pas de ça. Et c'est un jeu qui est généreux, un jeu qui transpire l'amour du JRPG de partout, mais sur chacun des points, c'est des gens qui connaissent de A à Z ce qu'ils font, quoi. Qui connaissent parfaitement les inspirations, qui ont eu le temps de les digérer, et ça c'est important aussi d'avoir le temps de digérer ces inspirations. Et un jeu qui est surtout impressionnant. Moi c'est surtout ça que je retiens, c'est que, encore une fois, pour la taille de l'équipe, pour le temps qui a été passé dessus, mis en relation avec la taille de l'équipe, c'est un jeu qui est impressionnant, mais absolument impressionnant. C'est un jeu qui... Il y a quelques petits trucs où on sent que c'est du double A, mais c'est tellement léger, et tu m'aurais pas dit que c'était pas un triple A. C'est vrai, putain, c'est tellement vrai. Bah oui, je l'aurais pas ressenti, tu vois ce que je veux dire. C'est une prouesse, c'est un jeu qui envoie un message très fort, très important à l'industrie. Et je suis ravi qu'il existe en fait. C'est un de ces jeux où je suis ravi qu'il existe. Absolument. Je suis ravi qu'il ait marché aussi. Ça va vraiment peut-être changer quelque chose. Vraiment, ça envoie un vrai message, une vraie vague d'espoir dans l'industrie actuelle. Et ça fait du bien. Voilà. Bah moi écoute, moi s'il y a une chose à retenir, c'est juste, c'est la première remarque que je me suis faite quand tu peux contrôler le personnage dans les premières secondes du jeu, c'est putain, qu'est-ce que ce jeu a été fait avec amour, qu'est-ce qu'ils ont l'air d'aimer leur jeu. Ce jeu, ça se sent que c'est leur bébé, quoi. Qu'est-ce qu'ils aiment leur jeu, mais ça se sent dans tous les aspects du jeu. Il y a du soin, de l'amour et tellement de charme. Et ça fait tellement plaisir. Ça n'a pas réinventé le tour par tour, mais juste c'est... Voilà, ce mix, l'alliage de plein de petits concepts, plein de trucs hyper frais, qui rendent le tout hyper stimulant à découvrir, surtout que, bon, on en parlera pendant la progression, mais tout qui bouge en continu, tu t'ennuies jamais en fait, tu t'ennuies jamais. Ah, c'est un jeu qui a un sens du rythme fabuleux, hein. Ah ouais, et puis c'est pareil dans l'histoire. Dans la chronologie, tout est raconté d'une manière très particulière, et du coup, ça fait que tu t'ennuies tellement jamais, il y a des choses qui te prennent par le col à des moments où tu t'attends vraiment pas. Pour parler un peu de mon expérience du jeu, j'ai juste fini l'histoire, et je me suis arrêté là pour l'instant, parce que, bah, perso. Et j'estime, et je suis pas le seul, on estime que le plus beau du jeu se trouve après. Tout ça pour dire que t'es toujours stimulé, et tu te régales tout du long, et encore plus à la fin. Et encore plus après, enfin c'est... J'ai rarement vu des jeux qui te donnent autant envie de jouer après le gros morceau. En effet, pour moi, dans le contexte que Steve s'est lui arrêté après la fin du jeu, hein, scénaristiquement. Moi, de mon côté, je l'ai platiné, voilà. Donc c'est bien, ça fera... On va se compléter, en fait, voilà. C'est ça, j'ai 30-35 heures, il en a plutôt 70. 70, ouais, c'est ça, j'ai dû finir en 69, 70, ouais. Et c'est globalement raccord avec ce qu'ils avaient annoncé, hein, le double si tu veux faire l'annexe. Non mais carrément. Bah écoute, Revive, on va faire comme on avait fait au début du podcast sur Métaphore et Fantasio. Métaphore et Fantasio, évidemment. Je vais te demander ce que tu as préféré et ce que tu as le moins aimé. Puisque détester, je pense que détester n'a pas sa place. Oui, non, détester n'a pas sa place, en effet. Putain, quel enfer de dire ce que t'as préféré d'Expédition 33. Bon, Revive. Ouais. Là. Ouais. T'enlèves Doom de ta play. Ouais. Tu remets le CD ouais. d'Expédition 33. Tu lances ta save. Il n'y a plus qu'un seul truc que tu peux faire. Ou explorer ou quoi que ce soit. C'est quoi? Bah je me bats. Ah bah voilà. Tu passes 20 minutes à faire des builds et tu tapes des... Je passe 20 minutes à faire des builds et je tape des... Mais c'est... Oui, je fais ça. Oui, bah je passe 20 minutes à faire des builds et puis je tape des boss. Voilà, bon bah oui. Je tape des boss dans Expédition 33. Mais ça marche aussi bien parce qu'il y a la musique derrière. Ça marche aussi bien parce que parce qu'il y a les enjeux scénaristiques. Quel enfoiré. Mais oui, non mais oui. Bon, écoute, je trouve le système de combat d'Expédition 33 fabuleux. Je trouve qu'il arrive à faire un truc qu'aucun jeu auquel j'ai joué n'avait réussi à faire. Et c'est là où, ce que je disais avant sur ce truc de combiner deux choses en fait, qu'on n'aurait pas pensé combinables pour créer quelque chose de nouveau et de fabuleux. C'est ce truc-là. Pour moi, cette alliance de tour par tour et de pure réaction, comment dire, de pur réflexe avec système de pari et tout, je trouve ça brillant. Pourquoi est-ce que je trouve ça brillant? Parce qu'en fait, ça combine deux types de gameplay qui sont fondamentalement opposés en fait. Le tour par tour, c'est vraiment un truc où t'es passif. On est vraiment que dans de la création de build, que dans de la création stratégie à long terme, et où tu peux littéralement jouer en étant allongé, tranquille, sans te poser de questions.
Exactement. Et de l'autre côté, on a l'inverse total. On a un système de pari qui est directement inspiré de Sekiro, qui te demande d'être derrière ton écran, concentré de ouf derrière ta manette, tu vois ce que je veux dire? Le fait de mixer compétences demandées aux joueurs qui sont aussi opposées, le fait de gérer une stratégie à long terme et gérer des réflexes à court terme, je trouve ça absolument brillant. Je trouve que ça te fait toujours être engagé. Ça fait que quand t'es en train de choisir tes spells, t'es là, tu mets en place ta stratégie. Et il y a le côté de, ok, je mets en place ça, mais j'espère qu'il va pas venir me niquer ma strat en me défonçant un perso. Et c'est là où tu vas devoir à nouveau passer en mode, ok, je suis focus, je réagis, je fais ce qu'il faut, j'apprends ses patterns. Il y a déjà eu des tentatives, évidemment. Les gens évoquent beaucoup Lost Odyssey, les gens évoquent beaucoup les RPG Mario, t'avais déjà des QTE et tout, mais jamais c'est allé aussi loin, jamais t'as autant pu renverser le cours d'un combat en fait, en pouvant juste parer quoi. T'es concentré sur ta stratégie d'attaque, et ensuite c'est pas fini quoi. Ensuite c'est pas fini. C'est pas fini. Tout aussi important, voire plus important, de bien gérer la suite. Est-ce que pour autant je dirais que tous les jeux au tour par tour doivent arborer un système de pari? Parce que maintenant c'est la norme et tout, tu vois. Je pense pas. Pitié non. Voilà, pitié non, on est d'accord. Faut pas que tous les jeux se mettent à faire ça parce que Clair Obscur l'a fait et parce que les gens se sont mis au tour par tour grâce à ça, peut-être, mais les gens. Je pense que si tu kiffes Expedition 33, si tu kiffes son système de combat, t'arriveras à apprécier de tour par tour, je pense, sincèrement. On n'est pas sur un truc qui pour moi est devenu autant indispensable en fait que les engagements dynamiques de métaphore, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, un RPG sans engagement dynamique, je trouve qu'il manquerait quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. Voilà. Parce qu'en fait aussi, ça change moins le combat, ça le fluidifie, mais ça ne le renverse pas. Voilà, et je l'ai ressenti un peu dans Clair Obscur, ça c'est vrai que les engagements de combat sont un peu mollassons et tout. Après métaphore, je sentais qu'il manquait quelque chose, tu vois, puis l'animation de... Le R1, oui. Ouais, le R1, la hitbox, elle est pas claire, des fois tu te foires un petit peu et tout, bon, c'est pas top à ce niveau-là. C'est pas un système que je veux voir partout non plus, aussi parce que c'est pas un système que je trouve sans faille. Il y a 2-3 trucs dans Clair Obscur qui font que ça aurait probablement pu être mieux fait, mais c'est très très dur. C'est très très difficile. Il y a plein de problèmes que les gens ont relevés, dont on parlera sûrement, ce côté où peut-être que ça se repose trop sur les paris, mais je pense qu'il a fait la chose de la meilleure manière qu'il pouvait. Ouais, c'est ça. Surtout pour un premier jet, putain de merde. Surtout pour un premier jet. Surtout pour un premier jet. Voilà, bon, j'ai réussi à trouver une réponse satisfaisante, mais en vrai, évidemment que c'était ça. Je veux trop rendre honneur à plein d'aspects du jeu, mais oui, évidemment que c'est ça. Mais oui, non, mais vraiment, moi, ouais, en fait, c'est un sentiment inédit que j'ai ressenti. Ce truc de... T'es engagé et à court terme en termes de réflexe, et à long terme en termes de build et de stratégie. Normalement, le tour par tour, tu lances ton dernier coup. T'as rien à faire, en fait. Oui, tu regardes qu'est-ce qui crit, qu'est-ce qui esquive, ouais. À la limite, tu vois. Et en soi, t'es affalé sur ton siège, dans ton canapé, je sais pas. Voilà. Mais là, non. C'est ça, en fait, ils ont compris que quand même, quand c'est au tour de l'ennemi d'attaquer, tu stresses un peu dans un tour par tour basique, tu vois, t'es en mode qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce qu'il va faire comme attaque, à quel point ça va se répercuter et tout. Et en fait, ils t'ont accentué ce stress-là, et ils t'ont permis aussi de le négocier pour que tu t'en sortes mieux que prévu, tu vois. Et ça, je trouve ça brillant, voilà, tout simplement, c'est brillant. Et ça mène à des scènes de fou, en réalité. Il y a des boss où juste tu te retrouves à avoir appris tous les patterns au bout de plusieurs minutes, plusieurs heures de travail, et juste c'est hyper exaltant, quoi. Ouais. Et encore une fois, il y a rien de nouveau, c'est un système de pari. C'est un système de QTE quand t'attaques. Enfin, il y a déjà des RPG qui demandent aussi. Dans Yakuza 7, tu peux te boire pour prendre moins de dégâts quand l'ennemi attaque, mais jamais ça a été autant intégré au sein du truc et autant central, quoi. C'est un tour par tour où t'as attaque, skill, fuite, et t'as pas parade, quoi. T'as pas défense, ouais. Ouais, t'as pas de défense. Mais à la différence d'un perso à 3 fesses, là, c'est justifié. Perso à 3 fesses, tu peux juste attendre. Et ne rien faire. Putain. J'aurais aimé ça d'ailleurs, un bouton d'attente, parce que des fois il y a des trucs où j'aurais aimé ne pas pouvoir attaquer, mais... Tu peux maintenir R3 et changer de perso. Donc Clair Obscur, passer ton tour. Oui, tu peux passer ton tour. Arrête. Non, t'as jamais passé ton tour. Tu peux passer ton tour en maintenant R3 dans Clair Obscur. R3, tu maintiens R3. Waouh. Mais c'est sur l'écran. Oh, bah, tu vas rire. Wow. Mais oui, tu peux passer ton tour. Ah bah d'accord, bah écoute, j'ai fait tout le jeu sans passer mon tour et ça m'aurait arrangé de le savoir à certains moments. Bah très bien qu'il le soit, ma foi. Hilarant. Bon, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, à moins aimé, dans Expedition 33? Bah écoute, je te le retourne vu que tu as commencé, ma foi. Qu'est-ce que t'as le moins aimé, Costi? Ça, je pense, ça fait partie des choses qui sont aussi assez personnelles. C'est-à-dire que moi, je suis moins le mec qui va 100% en platine, aller faire tout l'annexe et tout. Même si je m'y engouffre ou si je suis dans la boucle du jeu, bah, je le fais avec grand plaisir, j'y réfléchis même pas. Mais ça reste un exercice, ça reste un effort aussi. Mais là, l'effort n'a pas été simplifié parce que l'exploration
a, je trouve, quelques barrières. La plus notable est l'absence de minimap, c'est-à-dire que quand tu te balades dans tes zones, bah tu sais juste pas où t'es, faut juste retenir et tout. Et moi, c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude de me préoccuper. Je sors de par exemple un SMT 5 Vengeance où bah tu joues en regardant la minimap en vrai, tu vois. Ou même Métaphore, juste Métaphore, si on prend Métaphore, quand t'es le donjon, tu joues en regardant la minimap. Et puis les zones sont magnifiques, elles sont immenses, ça s'engouffre tout le temps. T'es là, tu fais un virage, tu te dis, est-ce que c'est je fonce vers la partie principale du jeu, ou est-ce que je fonce vers de l'annexe? Je voudrais faire de l'annexe, et sans faire exprès, tu vas vers un truc principal, tu vois. Ouais. Et du coup, bon, tu perds un peu de temps, il n'y a pas de téléportation, tout ça. C'est pas facile d'explorer, surtout quand t'as un chouïa moins de patience que moi. Je trouve. Bah écoute, tu mets un truc intéressant, c'est que Guillaume Roche l'a dit lui-même, il y a certains jeux où il joue en étant à fond sur la minimap, en fait ça le fait se détourner totalement de ce qu'il voit, tu vois. C'était vraiment la volonté de sortir de ça. Ok, ouais. Et surtout, faut pas oublier la principale inspiration du jeu en termes de level design, bah, qui vient carrément des Souls, quoi. On est carrément sur un level design à la From Software de A à Z. C'est globalement linéaire, dans le sens où bah voilà, là t'avances, t'as plein de petits chemins annexes qui dévient du chemin critique, qui te sont systématiquement induits et puis teasés par des objets en fait, dans le sens où t'as littéralement ce truc de l'objet, un truc que From Software a toujours fait et c'est leur marque de fabrique, c'est tu vois un objet qui est inaccessible, tu te demandes comment est-ce que je vais réussir à atteindre cet objet là, tu fais des petits détours à droite à gauche et tout, et puis quand tu arrives, t'as quand même cette satisfaction de t'être en quelque sorte approprié l'environnement, tu vois. Évidemment, l'appropriation d'environnement, elle marche pas autant que dans un Souls, parce que ça reste des niveaux qui sont assez linéaires, qui a aussi quelques problèmes dans le sens où, bon bah voilà, c'est très tracé, les endroits dans lesquels tu peux aller sont visibles, t'as toujours les petits trucs pour monter sur les falaises, les petites cordes qui te font descendre et tout, enfin c'est vraiment très télégraphié quoi. Ceci dit, ça a le mérite d'avoir été fait intelligemment dans le sens où c'est justifié par le lore en fait, ces trucs-là, avec l'expédition qui était là pour baliser le terrain. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé le level design qui m'a fait voir le décor, qui m'a fait m'interroger sur comment est-ce que je pourrais rejoindre tel endroit, et s'il y avait eu une minimap, je sais pas si j'aurais autant profité de tout ça. Ok. Moi, je pense que ma frustration, c'est d'avoir raté des trucs quand je voulais pas les rater, je pense. Ça, c'est compréhensible pour le coup, oui, en effet. Donc peut-être qu'effectivement, avec une minimap, j'aurais peut-être moins profité, mais j'aurais fait ce que j'aurais voulu faire dans le jeu plus facilement, je pense. C'est vrai qu'il y a toujours ce syndrome un peu où, en effet, je suis là... La question que je me pose systématiquement à chaque déviation, c'est... Où vais-je? Voilà, c'est quel chemin qui est pas canon, tu vois, que je le prenne en premier. Voilà, c'est ça. Oui. Tu vois, t'es là, tu te balades au début, tu comprends pas trop comment le jeu fonctionne, tu fais ah, y a peut-être un objet là-bas, je vais voir là-bas, et là t'as les bandes noires au-dessus et en dessous qui apparaissent, tu fais merde, je voulais pas. Tu peux toujours revenir en arrière quand même, tu vois. Je sais pas, je suis juste un peu plus perdu dans Clair-Obscur que dans d'autres jeux. Oui, je comprends. Je comprends de ouf ce truc-là. Puis il y a aussi quand même ce truc qui, moi, c'est hyper perso comme truc, mais quand un jeu a une caméra qui est aussi proche du joueur, j'ai un peu plus de mal à profiter à fond des décors. C'est con, mais genre, quand la caméra elle est un peu reculée, que t'as ton perso qui est vraiment au centre de la caméra, donc un peu à la Souls, un peu à la Zelda, à Breath of the Wild, tu vois. Je profite plus des décors plutôt que quand mon perso il est en caméra épaule. Ok. C'est un truc qui est hyper perso, ça. La caméra épaule me fait ressentir moins de liberté, tu vois ce que je veux dire? Je trouve que ça donne une poésie. Enfin, j'ai pris quelques screens de quand tu t'approches de certaines zones et t'as la caméra avec un angle et un FOV un peu spécial. Qui rend tout hyper cinématique, je trouve. Ouais, alors pour le coup, en effet, il y a des panoramas qui sont fabuleux. La caméra à l'épaule renforce vraiment ce côté cinématographique, je suis d'accord. Vraiment, je suis absolument d'accord. Cinématographique, voilà, pardon. Pas de souci. C'est vrai qu'il y a vraiment des panoramas que tu te prends en pleine gueule, qui marchent beaucoup grâce à ça. Mais je parlais vraiment en termes d'appropriation d'environnement, de rapport à l'environnement et tout. Genre, j'ai plus l'impression de traverser d'être sur un rail un peu, en caméra épaule. Ouais, exactement. Mais ouais, non, moi j'avais mis le level design dans un truc que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que pour un jeu qui reste linéaire, il dévie quand même suffisamment. Il y a quelques fois où j'ai trouvé un raccourci, je suis retourné sur mes pas où je me suis dit, ah putain, quand même. Quand même, c'est bien foutu, tu vois, le genre de truc que tu ressens dans les donjons d'Elden Ring, tu vois. Alors beaucoup moins, beaucoup plus faible échelle, mais j'ai ressenti ça. Je trouve qu'il fonctionne bien ce level design. Ok, je viens d'avoir une pensée intrusive quand t'as parlé d'Elden Ring. Je viens de me dire, si on avait fait un podcast à l'époque d'Elden Ring, on aurait passé 15 heures à dire des trucs. Laisse tomber, quel enfer. Et toi, qu'est-ce que t'as le moins aimé du coup? C'est ça que je vais retenir, moi, c'est vraiment tous ces évidents problèmes de quality of life qui ont tendance à me saouler un peu. Ok, ouais. La première fois que je vais vers le menu, j'étais vraiment en mode, vous êtes sérieux? Enfin,
Vous êtes sérieux, vous me demandez d'utiliser les croix directionnelles pour me déplacer à droite pour équiper les Lumina et tout, enfin... Non mais c'est un menu qui a été fait pour la souris, ça. C'est pas un menu qui a été designé pour une manette. C'est tellement vrai. Genre, et pour un jeu qui se repose autant sur l'utilisation de la manette, je trouve ça un peu terrible. Et puis c'est dommage en fait parce que y a plein de petits soucis de quality of life, j'en ai répertorié certains desquels je peux parler. Bon, vas-y, j'en ai aussi une petite qualité. Ouais, laissez-nous fuir les boss, par pitié. Laissez-nous restart les combats, par pitié, enfin... Métaphore est arrivé quand même 6 mois avant, avec son L3 pour restart instantanément le combat. Et sans aller jusque là, quand tu meurs, demande-nous est-ce que tu veux qu'on respawn, tu vois, est-ce qu'on recommence le combat, est-ce que tu veux qu'on revienne dans les points de passage et tout, enfin ça manquait vraiment de ça et il y a plein de fois où j'étais en mode bon bah d'accord, bah là je vais me laisser tuer parce que ça a mal commencé ou parce que j'ai pas eu mon bon build. Oui. Juste un bouton pour revenir au drapeau Bien sûr, proche, au dernier drapeau. Bien sûr, ça aurait été le strict minimum quoi. Le système de sauvegarde il est pas clair non plus, enfin... Ouais, en fait, ils ont vraiment arboré une structure de Souls dans le level design, même là-dessus, même sur les drapeaux qui reprennent un peu ce truc de feu de camp, tu vois. Ouais. Est-ce que c'était pertinent de ouf? Bah je trouve que c'est bien amené scénaristiquement, enfin ça raconte quelque chose, j'aime beaucoup. Ouais, bien sûr. Mais je sais pas si c'est très pertinent d'intégrer aussi la sauvegarde à ça. Laissez-nous retry les boss, en fait, c'est un JRPG, on n'est pas là... Oui, exactement. C'est peut-être pas la bonne mentalité. Voilà, exactement. Ça manque aussi de trucs d'analyse en combat, pour qu'on puisse voir quelles sont les faiblesses des ennemis. Parce que c'est pareil, c'est un truc qui est hyper sous-exploité en combat, ça, ce truc de... Oui. Certains ennemis ont des faiblesses, mais je m'en suis jamais occupé, en fait, parce que y a pas moyen de savoir, et je zappais, quoi. Et qui retient? Qui retient? Ouais, je te jure. Y a pas d'icône sur les marchands dans les villages, ça m'a saoulé ça. Ouais, de devoir à chaque fois parler à tout le monde pour savoir quel gestral va me vendre quel truc, tu vois. Enfin... Avec quel gestral j'ai des missions aussi, y a pas de menu oui, voilà, exactement. Ça, c'est des petites icônes. Je veux bien que ça soit vraiment dans le côté, on fait un jeu vidéo intralégétique partout, mais on sait que dans les jeux vidéo, il y a des icônes quand quelqu'un veut te donner une quête. Quand quelqu'un veut te vendre des trucs, c'est pas dramatique. Pourquoi est-ce que le pigment de terre de lune, il est vert aussi, mais juste un peu plus clair que le vert de la feuille, tu vois, enfin... Oh, me lance pas sur les couleurs. Oui, pardon. Ok, je fais une petite parenthèse. Lune utilise des éléments. Les couleurs... Alors, moi, je suis daltonien, bon... La parenthèse daltonienne. Mais en fait, les couleurs qu'il y a sur les éléments dans les attaques ne sont pas les mêmes couleurs que les pigments sur l'icône à droite. Oui, absolument. Comment je fais? J'ai essayé tous les modes daltoniens, j'ai dû juste apprendre sur internet quelle attaque donnait quel pigment. Bon, c'est pas trop compliqué, mais juste... Bah, c'est fou que je te rejoigne là-dessus alors que je suis pas daltonien. C'est qu'il y a un souci... Là, j'ai donné des petits trucs qui, bon, sont pas dramatiques, mais qui déjà, en s'additionnant, font un truc qui est un peu relou niveau quality of life quand même, tu vois. Genre, ça dégrade un peu l'expérience. Oui. Mais surtout, le gros problème, c'est ce dont je parlais, c'est vraiment le menu. Et surtout, en fait, là où ça dessert vraiment le jeu et où vraiment c'est dommage, c'est que putain, le système de build, j'y reviendrai, j'aurais pu répondre ça dans le truc que j'ai préféré dans le jeu. Ouais. Le système de build, il est génial, vraiment. Le concept est trop bien, il y a moyen de faire énormément de choses. Je vais pas développer ici, je le ferai plus tard, mais vraiment, c'est un système qui est génial. Ouais. Et le fait qu'on puisse pas sélectionner de presets de Lumina, pas sélectionner de presets de Picto, que les manières de les classer soient si limitées. Il y a les favoris, mais c'est à peu près tout ce que tu peux faire. Ouais, c'est ce que je faisais au final, je mettais les trucs en favoris et puis j'affichais toujours les favoris, mais c'est pas assez, c'est clairement pas assez. Et c'est pour moi le seul truc de quality of life qui nuit vraiment au jeu parce que ça, en fait, ça peut te décourager. Si t'as la flemme de devoir passer par ces menus et que ça t'emmerde, bah tu vas passer à côté d'une partie du jeu qui est fabuleuse, quoi. Je trouve ce qui pourrait encore plus décourager pour le coup, c'est juste prendre en main le jeu, parce que le jeu a quand même beaucoup de concepts. Enfin, le gameplay a différentes facettes, a énormément de facettes, et même déjà tous les personnages sont une facette différente. Et en fait, t'as pas de menu de tuto. T'es sûr de ça? Ou alors je l'ai pas trouvé, mais... Dans le menu avec le pavé tactile, là. Tu veux que j'aille check? Ça se fait, hein. Ah bah, guide de l'expédition, en effet, il y a tout, hein, je suis dedans, là. Pourquoi j'ai raté ça? Ouais, c'est pas clair, c'est pas tuto, c'est guide de l'expédition, c'est... Oui. C'est vrai, non, c'est my bad. Non, ça rejoint le fait que niveau UI, c'est pas top. Que c'est bizarre d'avoir un menu sur pavé tactile, qui d'ailleurs s'active dès qu'on fait un screen. Bon. Vrai. Faut le dire aussi, c'est des choses qu'il faut dire. Vrai. Quand t'es en combat, tu sais pas ce que ton arme fait. Si t'as zappé, tu veux pas checker. Oui, en effet, ça aurait été très bien, ça, bien sûr, absolument. Bah du coup, je crois que les trucs de tuto ne sont pas accessibles en combat, par contre, pour le coup. Non, par contre, c'est pas accessible en combat, non. Quelques petits bugs aussi. Ça m'est déjà arrivé souvent de me coincer dans des décors et de devoir spammer X pour m'en sortir, tu vois. Genre quand il y a des petits trucs par terre, genre des cadavres. Oui, bah c'est ça. Bah tu cours et c'est super chiant, t'es obligé de recourir en continu, quoi. Et par contre, ta musique se coupait par moment. Moi, ça me dit rien, honnêtement. En combat, la musique se coupe d'un coup? C'était jamais arrivé? Non, ça me dit rien. Ah ouais?
Putain, ça m'est arrivé plein de Ou fois. alors je suis un trou de balle, hein, mais... Genre la musique s'arrête et dès que j'ai l'écran de récompense, elle reprend. Et ça, du coup, elle reprend pour 2 secondes, tu vois. Ok, j'ai peut-être louché. Bon, et si on divait un peu plus profondément dans le gameplay, justement? Tu as battu Matador, right? Bref. Ah ben ouais, j'ai carrément, j'ai carrément Matador right. Ça je le laisse, m'en fiche. Divons. Divons. Ouais bah écoute, j'ai déjà dit tout le bien que je pensais du système de combat et de ce truc de paris. Non, pourquoi les paris marchent aussi bien? Déjà parce qu'il y a ce truc de les patterns sont généralement très bien foutus. On peut tellement souvent se repérer au son. Oui. Et l'alliance des deux, ça fait que c'est trop bien d'apprendre ça. J'ai mis du temps hein, à le faire en écoutant plutôt qu'en regardant. Ouais, faut le faire avec les deux quoi. Oui. Mais ouais. non, c'est brillant, ils sont hyper intéressants. Les boss qui ont plusieurs phases. Et plus t'avances dans le jeu, plus t'as des boutons pour parer différents. Tu peux sauter, faire les parades, comment elles s'appellent Un petit peu sous-exploité d'ailleurs, les parades gradients. Voilà, Gradient, oui. C'est un peu dommage parce qu'il y avait un vrai potentiel. Les parades gradients, globalement, j'ai jamais vu de parade gradient ou peut-être une fois que tu te demande d'appuyer 2 fois sur R2, tu vois. Genre à chaque fois c'est une fois. Alors que ça pourrait enchaîner de vas-y, R1, 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 R2, R2, X, tu vois ce que je veux dire. Il y en a un sympa sur la chef des Gestrales où tu dois sauter, faire une attaque gradient. Oui, en effet, il y a des trucs sympas, mais je trouve que les systèmes de parade alternatifs sont pas assez exploités. Mais oui, en effet. Aussi, c'est dommage, par contre, que l'esquive devienne inutile. Ah, l'esquive, ouais, c'est un vrai sujet, l'esquive, pour le coup. Qui esquive en 2025? Oui, c'est vrai qu'il esquive en 2025. Ils ont pensé ça comme genre, d'abord pour apprendre les patterns t'esquives, la fenêtre est plus grande et tout. Et après, une fois que tu les comprends, tu te mets à parer. Sauf que, en fait, on peut aussi bien apprendre à parer, et surtout, j'ai peur que si t'esquives tout le temps au lieu de parer, les timings, tu t'habitues à des mauvais timings, tu vois. Exactement. Puis l'esquive, elle a une animation où, tu sais, il va en arrière et il revient. Ouais, je suis d'accord que des fois, sur les coups un peu longs, tu te dis est-ce que c'était bien clair ce que je viens de faire? Il y a un boss en endgame qui t'empêche d'esquiver tellement il tape rapidement, en fait, et si tu spams rond, le temps que l'animation d'esquive se fasse en mode je recule un coup et je ravance. Je suis pas convaincu par les esquives, ouais. Et sachez qu'on gueule, mais on chipote, hein. Qu'est-ce qu'on chipote? Ah, on chipote, bien sûr, on chipote. Ça, là, on est là-dedans, on est vraiment là-dedans. On est vraiment dans le chipotage, oui. Ah oui. Bah tiens, ce qui était un chipotage à l'époque de métaphore, mais là ce qui je trouve est devenu une qualité. Là tu vois, c'est un jeu qui a aussi un bestiaire limité. On affronte tout le temps les mêmes trucs. Ouais. Avec des color swap, tout ce qu'il y a dans le JRPG que j'aime pas d'habitude, tu vois. Ouais. Mais je trouve que c'est intelligent à 2 niveaux. Déjà sur le côté évident de ils ont un budget limité, tu vois, c'est normal. Mais en fait, ça fait sens parce que, vu que c'est un jeu qui te demande d'apprendre des patterns... Bah oui, c'est ça en fait. Ça fait sens en fait de te remettre des ennemis assez similaires parce que tu les apprends. Tu les retrouves dans 10 heures. Tu les retrouves dans 10 heures. Et ça leur permet, eux, de pas faire 40 000 modèles 3D. Et en plus d'avoir un truc cohérent... Et toi, en plus, ça te procure une bonne satisfaction de... Le coup il part, tu fais « Oh putain, mais je connais !» Exactement. Et tu l'as du premier coup et tu te sens frais de fou, alors qu'en vrai, tu l'as déjà fait 6 fois. Ouais, c'est ça. Après, est-ce qu'il y avait besoin d'avoir autant de bourgeons pour autant? Je sais pas. Oui. Mais surtout, je trouve qu'il y a un bon panel de types de monstres différents. C'est-à-dire que quand tu te prends 3 monstres dans la gueule, tu dois tous les aborder différemment. Ça te fait un bon panel d'attaque, un bon panel de différentes stratégies, qui fait que, pareil, comme j'ai dit juste avant, tu t'emmerdes pas en fait. C'est des animes qui sont très propres aussi. C'est très beau les animes en combat. L'anime du contre-gradient, c'est un bonheur. Ouais, oui, ah non, par les animations, ouais. Ils les ont sous-traités d'ailleurs en Corée. Ok. Mais après, les Coréens sont très bons pour ça. Enfin, tous les jeux qui te montrent en général. C'est genre les Stellar Blade, enfin tous les jeux asiatiques, mais même les jeux asiatiques au global en Asie, hein, les Black Myth Wukong, comment ils s'appellent, Phantom Blade Zero ou comme machin, c'est toujours des jeux qui ont des animes mais magnifiques, tu vois. Même les gachas mobiles sont de belles animations là. Là, les fameux gachas où leur seule qualité c'est d'avoir des belles animations, c'est fait en Corée. Voilà, c'est des des trucs qui gèrent, tu vois, donc ils ont eu raison d'avoir sous-traité en Corée les animes. Ils disent qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font des animes de combat en France d'ailleurs, donc s'il y en a qui veulent bosser dans le jeu vidéo, il y a peut-être un truc à creuser là-dedans. Il donne des idées. Vous allez bosser en Corée si vous voulez faire ça. Vous allez bosser en Corée, oui, c'est sûr. Peut-être un peu trop d'animation sur certaines attaques, ou enfin trop de micro-effets. Du coup, tu profites moins de la gestuelle, et par exemple, l'une, ça elle vole pendant qu'elle fait ses attaques, c'est magnifique. Sauf qu'avec tous les QTE, tous les machins, tous les pigments, tu te retrouves à pas profiter pleinement pendant que tu joues. Quand tu regardes ton gameplay, par contre, tu le remarques et tu fais putain, je passe à côté de ça à chaque fois que je fais une attaque. Oui, je vois ce que tu veux dire, c'est vrai que c'est un peu surchargé. Par contre, putain, quelle personnalité les persos dégagent rien qu'en combat, quoi. Genre, tu sais, les poses, on les connaît, les persos, tu vois. Ah ouais. Oh là là, oui. C'est trop bien ça, c'est fort. Et puis merde, enfin, ça je l'ai pas noté, mais à quel point chaque perso est différent des autres, quoi. Je suis tellement d'accord. J'ai jamais vu ça dans un RPG, autant de différences entre chaque perso, quoi. Chaque perso a sa mécanique, quoi. C'est ouf. C'est un jeu différent à chaque perso. Ouais. Tellement que, pour moi, les 2 derniers qu'on te présente, t'es un peu découragé parce que
passé tellement de temps à apprendre et maîtriser, et tu commences à apercevoir le potentiel de fun des persos que t'as depuis quelques heures, et là on t'en présente des nouveaux, et t'es en mode, bah désolé, mais là je suis en train de cook des trucs de fou avec eux. Oui. Désolé en fait. Bah, j'ai eu ma phase verso. Bah moi je l'ai pas eu, tu vois. Moi je l'ai pas eu. Mais ça reste, ma team est toujours restée Ciel, Lune et Maël. Hein. En endgame, il y a une zone où on te force à jouer tout le monde. Ouais. Donc ça c'est vraiment très cool. Je sais pas à quel point c'était dur, puisque j'ai pas pu tout faire du coup. Non, c'était pas si dur en vrai. Quand t'as fait beaucoup de trucs avant, c'est ok. Parce que force aux gens qui se sont dit Monoko titulaire. Ouais, mais je trouve que les persos sont quand même assez simples à comprendre. Ah oui, à comprendre, oui. Mais faut s'investir Faut s'investir. pour voir tout le fun. Moi, le plus gros souci que j'ai avec les persos, c'est qu'on en est que 5 et pas 6. Je me suis jamais fait la réflexion. On t'invite à faire des synergies et tout. Dans tous les RPG du monde, t'as minimum 8 persos quand t'as un groupe de 4, tu vois, pour avoir une team de secours. Il y a même un boss, à un moment, un boss en endgame très loin qui te supprime ta première team, tu vois. Ah bon? Ok. Et qui te laisse du coup avec les 2 autres. Et à ce moment-là, Ouais, j'étais en c'est- mode, bah non, c'est le moment où, enfin, il fallait avoir 6 persos. C'est vrai que là, ça fait sens. Mais est-ce que t'aurais investi de la Lumina sur ta team de secours, entre guillemets? Je sais pas, tu vois. C'est une bonne question, c'est vrai. Mais moi, j'ai un souci déjà avec ce truc de Lumina, c'est le côté, putain, laissez-nous les resets, quoi. C'est trop bien ce système de renouveau. Oui. Et pourquoi est-ce qu'on peut pas utiliser de renouveau pour les Lumicolor? Ça, c'est extrêmement réel, si je puis me permettre. Le problème que tu viens de soulever, il aurait été réglé juste avec ça. Oui, en effet. Et puis, ouais, non, mais aussi, pourquoi est-ce qu'on peut pas changer de perso au sein même d'un combat? Oui, enfin, je m'étais demandé si c'était nécessaire, mais je Bah, comprends. pour Monoko, je suis effectivement. désolé, enfin... Moi, j'avais pas envie de le jouer, il y a un trophée quand même qui demande de récupérer tous les pieds, tu vois. Ouais. Tous les pieds, récupérer tous les pieds. Voilà, ce gros kiffeur. Gros kiff avec Lune, déjà, moi j'ai joué Lune tout le long, j'ai joué Lune. Gros propre, c'est celui qui a choisi de faire cette animation de course. Ensanglanté comme ça, putain de merde. Mais non, ouais, Monoko, moi, ce que j'aurais aimé faire, c'est voir qu'il y a un ennemi, en effet, qui a une patte à récupérer, tu vois. Je switch sur Monoko, je la récupère, et puis je le jarte, tu vois. C'est vrai. Ça, c'est un truc qui m'a manqué, de pouvoir changer de perso en combat. Le mode visé, je le trouve trop bien. Oui, quelle idée de fou. Genre, putain, alors, ça vient de P5, hein, littéralement. Mais là, ça a été poussé à un point. Quel bonheur, ce mode visé, putain. J'étais tellement dans un truc de moi où je sortais mon gun, où je mettais genre 10 coups avant de faire mon tour, et j'étais quand même encore à 9 PA, tu vois, et je l'avais brûlé, et j'avais foutu des marques et tout, enfin, c'est un bonheur ce truc quand t'as le bon build. Ça te permet de setup des trucs hyper satisfaisants. Ça, juste, ça expand, ça... Matador. Ouais, ça expand tes possibilités. C'est ça, au début en fait, t'es en mode c'est un peu gadget, pourquoi est-ce que je tirais plutôt que je taperais ou quoi machin. Mais quand tu te rends compte en fait de ce que tu peux avoir à gagner, à tirer avant de jouer et tout, enfin c'est trop bien comme truc quoi. Puis même le système de bouclier qui était, je trouve, hyper intelligent et gratifiant. Ça sert ce truc là totalement. Hein. Quel boss design aussi, enfin, les boss sont excellents sur ce jeu. Ouais, quand t'as le temps de les... Ouais, c'est une bonne transition. Quand t'as le temps d'en profiter, oui. Quand t'as le temps d'en profiter, oui. Ouais, ça c'est un truc. T'as des choses à dire, Costi, t'as des choses à dire. Bah, disons que on te construit vraiment un engouement, une pression jamais vue avec l'histoire. T'arrives sur des boss fights absolument cosmiques, avec des animations de fou, des cinématiques, avec tellement d'engouement. T'arrives, musique. Bon, bah on les connaît les musiques, on en parlera des musiques On en parlera. mémorables. Et tu te retrouves au bout d'une vingtaine d'heures, je pense, à passer 2, 3, voire un tour sur les boss fights, tellement tu les défonces quoi, tellement t'as trop de dégâts. Que c'est frustrant, mais que c'est frustrant. Et il y a une petite parade qui a été pensée dans le jeu, qui marche même pas tant au final, qui est le fameux cap de dégâts à 10 000 dégâts. Ça c'est une vraie idée quand même, hein. Je pense que j'ai jamais vu de jeu qui faisait ça. Bah, ça me dit rien non plus. C'est couillu, il y a de l'idée, enfin on va en parler mais c'est un vrai sujet quoi, c'est ça que je veux dire, c'est un vrai sujet ce truc. Ouais, ça a fait beaucoup jaser aussi. Hein. Je te rejoins absolument sur ce truc de putain, mais que c'est frustrant d'annihiler des boss qui te proposent des OST comme une vie à t'aimer ou ce genre de truc, tu vois. Enfin, c'est. Ouh là là, que c'est dur. Oh, que c'est frustrant. Ça fait mal au cœur. C'est là où en plus il balance tous les efforts de mise en scène, de patterns télégraphiés comme il faut et tout. Enfin, c'est. Ouais. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Moi, je trouve que cette limite de 9999, elle est pas déconnante. Enfin, en tout cas, je trouve que même quand t'es dans le jeu avant l'acte 2, du coup, et que le max que tu fais c'est 9999, moi perso, j'ai pas fait fondre de boss en fait quand j'avais cette limite là. J'ai profité d'à peu près tous les boss quand la limite était à 9999. Il y a moyen, avec des coups multiples possibles à faire, avec notamment Verso, de venir annihiler ça, ou même Maël avec ces trucs de feu là. Mais je trouve globalement que la limite de 9999, elle te permet globalement
de profiter de la plupart des boss qui ont été introduits dans les 2 premiers actes. C'est pas ce que t'en penses? Bah moi je trouve que c'est une super idée. Je me suis dit pourquoi ils ont pas gardé ça pour l'acte 3. Ça crée un entre-deux qui est pas satisfaisant, surtout qu'il est pas réel. Ce que je veux dire, c'est que ça te permet en effet de profiter plus des boss, mais ça te frustre dans ton build, parce que bah en fait tu te retrouves à juste pas taper plus fort, c'est tout, tu tapes juste pas plus fort, ça te bloque dans ta progression, mais en plus tu profites même pas tant des boss parce que avec, bah du coup tu le dis avec des versos, avec des lunes, moi c'est avec lunes que je one-shotais les boss en une attaque, enfin pas du coup en une attaque mais en une attaque multiple, en un tour je battais quand même les boss. Ouais, c'est hyper dur parce qu'en fait, les apports de ce truc-là sont immenses. Vraiment, ils sont immenses. Et si on retirait ça au jeu, ça serait un gros coup, tu vois. Mais il y a aussi tellement de revers. Je sais que ce que j'ai ressenti, c'est avant tout ce sentiment de quand j'ai débloqué la puissance surpeinte, là. Ce truc de putain, la liberté, quoi. Ouais. Genre, mes dégâts montent en flèche. Tous ces trucs-là qui s'ouvrent dans la minimap, en plus au début de l'acte 3, desquels on reparlera, je peux aller les taper. Enfin, les builds que je mets en place depuis le début du jeu, je vois où est-ce qu'ils vont. Tu vois, et je revois en fonction si je voulais corriger des trucs et tout. Et vraiment, ce sentiment que j'ai eu au début de l'acte 3, c'était rare dans un jeu vidéo. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Non, je suis d'accord. Parce qu'en plus, c'est le même moment que tellement de trucs scénaristiques, quoi. Voilà, bien sûr. C'est une explosion de saveur. À tous les niveaux, le jeu explose, quoi. Ouais, le jeu explose, littéralement. Donc ouais, j'ai ressenti ça. Ceci dit, ce truc de avant, t'es limité dans tes builds, et tu cherches à taper plus de fois plutôt que de faire des gros dégâts, je suis totalement d'accord et c'est frustrant, et après ça t'invite à revoir tout en fait, après il faut que t'aies débloqué ça. Après est-ce que c'est un mal aussi de revoir tout dans un jeu qui t'invite aussi souvent à tout revoir, tu vois, je sais pas, mais ce qu'il faut comprendre, ça c'est un truc que j'adore, et ça va me faire embrayer là-dessus, mais si on reste dans ce truc là. Quand tu regardes un peu, quand tu théorie-craft un peu dans tes builds et tout, si t'as une idée en tête, une idée de build à faire, tu vois, globalement, en général, ça va marcher. Ouais. Genre si t'as une stratégie en tête, si t'es en mode ok cette arme là elle fait ci, je l'associe avec tel picto, avec tel lumina pour que ça marche encore mieux, avec tel perso ou comme machin. Généralement en fait ce que t'auras en tête ça va se passer, et c'est un sentiment qui est fabuleux. C'est un jeu qui a une méta, parce que ils se sont foirés dans l'équilibrage, tu vois, ils l'ont dit. Il y a eu des correctifs qui ont été déployés par rapport à ça même, mais c'est un jeu en tout cas qui dans l'idée n'est pas censé avoir de méta, qui n'en a pas, et qui peu importe le style de jeu que tu choisis, peut te permettre de faire des folies, tu vois. Ouais, je trouve que tu peux réussir à faire des gros dégâts avec tout le monde en vrai. Pour arriver à les faire ces folies, ça va te demander un sacré investissement, et quand tu y arrives, t'es super heureux quoi. Mais du coup, le revers de la médaille, c'est qu'en effet, les dégâts sont vite beaucoup trop élevés. Ouais, parce qu'en fait, tu peux tellement peaufiner tout dans le build, tous tes pictos, tous tes lumina, tu vois exactement tes stats, tes trucs, tu sais exactement ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Et tu te retrouves de caper à 10 000. Moi, je me souviens, j'étais en mode putain, je suis enfin plus capé. Je veux refaire le combo que je fais depuis toujours, mais sans le cap. Et j'ai fait 80 000 et j'étais comme un gamin. Ouais, c'est ouf. Je comprends en fait ce truc de. Ils voulaient vraiment récompenser les joueurs. On était en mode, regarde, tu t'es investi, t'as pris le temps de regarder les armes, t'as pris le temps de t'investir dans notre système de jeu qui est fabuleux et tout, et c'est trop bien. Donc on va te récompenser en te disant, regarde à quel point tu t'investis, tu as compris le jeu. Le boss là, tu vas le one shot, tu vois. Je comprends. Je comprends la philosophie derrière, mais est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'équilibrer un peu ça pour que... Enfin, je veux dire, admettons, le boss, je le one-shot pas, mais je le quadruple shot, tu vois. Ouais, oui, oui. Ça reste plus désirable et que tu te sens quand même encore puissant. Exactement. Je pense qu'il y a des moyens très simples, juste faire des différentes barres de vie, différentes phases, des trucs comme ça, pour rendre ça plus vivable. Ouais, mais ça peut paraître artificiel. Moi, je pense que... Là, tu vois, je dis ça en mode c'est facile, mais je pense que c'est un casse-tête absolu, ce truc. Oui, c'est vrai. Il l'aurait fait. Je pense que c'est un putain de casse-tête et qu'il y a plein de rustines qu'on voit de tout ça parce que ça se voit qu'ils ont galéré. Ils ont patch Stendhal récemment. Oui. Parce qu'ils s'en sont rendus compte. Et ouais, c'est un jeu qui a un équilibrage qui est vraiment compliqué, ouais, c'est compliqué. Bon, globalement, on parle beaucoup de Maëlle parce que c'est elle qui fait plus facilement le plus de dégâts. Mais ça, c'est, je pense, aussi une volonté de s'assurer que tout le monde garde Maëlle dans l'équipe, pour des raisons plus scénaristiques. Qui n'a pas Maëlle en 2025? C'est pour ça qu'il n'y a que 5 persos au final, c'est pour garder Maëlle et puis changer les 2 autres. Peut-être. Au final. D'ailleurs, le choix des 3 persos, en réalité, on a l'habitude de voir 4. Ouais, c'est très bien, hein, c'est très bien. Hein, moi, ça m'avait fait sourire. Ouais. Oh, 3 persos, pourquoi pas. En fait, vu que le jeu met tout sur des synergies qui peuvent aller très loin entre les persos, tu vois, et ça marche très bien ce truc-là d'ailleurs. Ça va peut-être être encore plus compliqué d'imaginer des synergies à 4, tu vois. Puis ouais, même ça aurait été moins maniable pour les joueurs. Là, on sait ce qu'on fait, on sait ce que tout le monde fait, ce qu'on peut Et puis faire. les ennemis auraient attaqué moins souvent, on aurait eu moins ce truc dans Paris et tout. Oui, c'est vrai, carrément. C'est le bon choix, 3 persos, sincèrement. C'est vrai que c'est perturbant au début, j'étais en mode, ah, le 4ème, on choisit. Ok, il nous rejoint pas. Il est sur la select. Le banc touche. Ouais, c'est ça. Mais oui, non, 3 c'est très bien, 3 c'est très bien. Pour revenir sur l'équilibrage, bon ok, je peux comprendre pour avant la puissance surpeinte que, ouais, en effet,
c'est un peu frustrant que tes builds aillent pas à leur plein potentiel. Et ça, je te rejoins. Par contre, ceci dit, je trouve que dans l'annexe, dans tout l'endgame, en fait, c'est très bien géré, tu vois. Pour le coup, ouais. J'ai fait très peu de choses en endgame. Comme je l'ai dit, je me suis arrêté après la fin du jeu. J'ai fait 2 boss ou 3. Et je me suis éclaté. Celui que je retiens, c'est la chef des Gestrales. C'était vraiment, je pense, mon meilleur fight du jeu. J'ai passé 2 heures à try, à apprendre les patterns, à optimiser mes dégâts, à dire putain, non, en fait, il me faut plus de tankiness parce que tu peux pas tout non plus parer, parce qu'il y en a des coups, putain de merde. Où tu te retrouves à te re-heal alors que le heal était inutile tout le jeu. Non, franchement, je me suis éclaté sur ce boss. Et puis, je pense que quand je retournerai sur le jeu, parce que c'est prévu, honnêtement, je vais m'éclater. Oui, non, mais franchement, oui, je suis d'accord. Une fois que les dégâts en fait ont explosé, une fois qu'il n'y a plus la limite, tu sens que les devs ils se sont amusés, puis que ça a été globalement au niveau équilibrage, tu vois. Ils voulaient juste éviter qu'on roule sur la plupart des boss scénaristiques en fait avant ça, je pense que c'est ça la raison. Hein. Et oui, en effet, en endgame, moi je trouve que ça marche très bien. Le boss secret ultime, il a une barre de vie qui est immense, qui est vraiment immense, mais tu vois, il y a ce truc de phase dont tu parles. Ce truc de barre de vie qui se bloque, ce truc de phase et tout. Et je trouvais que c'est un boss globalement, j'en parle vite fait parce que c'est important, un boss qui était très bien designé en tant que challenge final, dans le sens où... Alors oui, tu peux faire des strats pour lui mettre des gros dégâts, tu vois, mais si tu le fais passer en dessous d'un tiers de sa vie, il va t'annihiler ton équipe entière et te laisser les 2 du banc de touche, tu vois. Ok. Tu peux cheese cette partie 3, tu vois, mais t'as toute une strat pour essayer de lui faire suffisamment de dégâts, mais genre... pas trop non plus pour pas qu'il passe en P3, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je trouve que ça marche très très bien. J'ai vu des gens qui étaient en mode ouais, le système de pari et tout, on peut trop se reposer dessus. En fait, il suffit de savoir pari et puis les boss, tu vas les défoncer et tout. Je suis pas vraiment d'accord. Ah ouais, je suis pas d'accord non plus. Et je trouve que ce boss-là le met bien en exergue. Pardon. En fait, comment est-ce que je ressens le système de pari? Moi, c'est le côté. T'as une strat, t'as setup, tu vois. Et ce que ce boss t'invitait à faire, c'était d'arriver à la setup, de survivre jusqu'à ce que t'arrives à la setup. Donc de survivre, ça va être d'essayer de parer les dégâts, tu vois. Ouais. Jusqu'à ce que tu puisses balancer ta grosse attaque. Donc après des tours et des tours où tu setup et tout. Attaque qui va l'enlever 2 tiers de sa vie, tu vois. Ouais. Et je trouve ça souhaitable. Et je trouve que comme boucle, ça marche ultra bien, quoi. Ouais, carrément. Puis se reposer sur le pari, oui, mais sur 20 attaques, tu feras pas 20 paris. Puis je trouve que c'est pas un jeu qui est rageant, dans le sens où quand tu galères contre un gros boss et que tu grattes petit à petit des dégâts, tu passes à une nouvelle phase et tu découvres des attaques, du coup bah tu meurs instant. Bah t'es juste en mode ok, il a fait ça, j'y retourne. T'es pas en mode putain c'est bon, j'ai rien compris l'attaque. Oui, exactement. J'ai un peu dévié sur le système de pari en lui-même, mais pour terminer avec ce truc de limite à 999, à 9999. Moi, le seul moment où j'ai vraiment été frustré de ça, du coup, c'est en allant taper le boss final, quoi. J'y suis allé à la toute fin, après avoir fait tout l'annexe, tout l'endgame. Ah, t'y allé après. Ah oui, après. Oh là là. Et du coup, j'ai sorti mon gun, j'ai mis 10 coups. Oh. Vraiment, à 0 van, hein. Il était foutu. J'ai one-shot la P1. Voilà, j'ai one-shot la P1. Ouais, tu l'as quand même one-shot. J'allais dire que le remède à ça, c'était en fait de pas faire comme j'ai fait, d'aller le faire directement sur le tas, tu vois. Non, j'ai one-shot la P1. Et la P2, j'ai fait 3 tours. J'ai vu 2 fois ses attaques. Et quelles attaques, putain de merde. Ouais, le boss final. J'ai pas vu du coup, mais je suis pas... Mais en vrai, oui. Faites le jeu en ligne droite, faites l'annexe après. Oui, quand même. Ça sera mieux. Le boss de fin, le boss secret, est un bon challenge final, est un bon accomplissement final, et c'est bien de s'arrêter là-dessus. Je conseillerais plutôt de faire ça, ouais. Je pense que ce qui aurait été souhaitable, c'est quand même de faire en sorte qu'on soit juste un peu moins puissant. Mais en même temps, je comprends, et tout le monde s'amuse, tout le monde est en mode combien de milliards je vais pouvoir faire. Ouais, bah c'est ça. Ouais, c'est un parti pris, qui est pas un défaut, mais qui est intéressant. Faut aller dans l'endgame, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on s'amuse plus dans l'endgame. Moi, j'aimerais revenir un peu sur les builds, sur le système de progression du jeu. Bah déjà voilà, la complexité des builds elle est abyssale, vraiment genre... Ça fait clairement partie des jeux où tu peux passer 20-30 minutes sans problème à juste faire des trucs dans le menu. Débloquer un picto, à chaque fois c'est un vrai sentiment trop cool quoi. Parce qu'ils ont tous un vrai impact. Tu sais que tu dois l'équiper, tu sais qu'après tu vas devoir le prendre en compte pour tes nouveaux persos si c'est intéressant à le mettre sur tout le monde, sur les trucs comme ça. Ce système de Picto Lumina, je trouve ça très bien, vraiment. Vraiment génial pour le coup. Ce truc aussi de débloquer au bout de 4 combats, bah au début pourquoi 4, mais en fait c'est juste pour que tu aies le temps de voir un peu ce que font les effets, tu vois, et qu'après tu décides d'en faire ce que t'en veux. Bon, au final moi ce que je faisais c'était plutôt des sessions en mode allez, je prends 30 minutes là où j'enlève tous mes pictos. Je mets que des pictos que je connais pas et puis je prends un screen de ce que j'avais avant et je les remets à la fin, tu sais. Oh, moi je les ai équipés au fur et à mesure. Oui, c'est ce qu'il faut faire, hein. Je suis un peu un golemon, mais... Mais par contre, ce que je trouve brillant, que ce soit les armes ou les pictos, c'est que les pictos et les armes que tu débloques au début ne sont pas nuls. Tout est... Bien sûr. Tout est égal en fait. Tu peux tout emmener au même niveau et tout aura des stats équivalentes. Ce sera juste différent.
Y a rien qui est à jeter dans ton stuff. Et on peut faire tellement ce qu'on veut avec les pictos, enfin littéralement, il y a littéralement un picto qui fait que le jeu peut littéralement devenir du press turn. C'est-à-dire Bah, il y a littéralement un picto qui fait que quand tu touches une faiblesse d'un ennemi, t'as un tour en plus. Enfin, Ah, bah bon. bah oui, mais je trouve ça fabuleux. Dans le alors je dis pas que c'est forcément le picto le plus efficace ou quoi, tu vois, parce qu'on a parlé des faiblesses tout à l'heure, mais le fait de dire que dans l'idée, avec un certain build, tu peux faire devenir Expédition 33 un press turn, un système de press turn, comme dans SMT, tu vois. J'adore. Mais oui, en fait, ça, tu peux avoir des gameplays tellement différents. Je pense qu'on est beaucoup à avoir fait des builds plutôt dégâts à fond sans se préoccuper de quoi que ce soit, mais tu peux vraiment. Mais je pense que tu peux t'amuser à faire des trucs très tanky ou très sur du heal. Ouais, tu peux vraiment jouer comme tu veux, quoi. Si t'es mauvais en pari, il y a quand même moyen d'avoir suffisamment de défense pour que ça soit ok. Si tu veux faire un build ou un build suicide où tu joues qu'avec un seul perso, tout machin, tu peux. Enfin, c'est abyssal. Ouais. Ouais, non, c'est vrai que c'est marrant. Parce que tu te retrouves à demander, et toi tu joues comment ce perso? Moi je fais ça avec, alors que moi je le joue soutien, toi tu fais tous tes dégâts avec, tu vois, les trucs comme ça. Exact, absolument. Et c'est lunaire, c'est vrai que c'est lunaire. J'ai vu des gens qui me disaient que Ciel était inutile, tu vois. Je suis pas d'accord du tout, mais c'est pour dire que juste il y a tellement moyen de faire des trucs et... Moi Ciel, tu vois, j'ai jamais fait un dégât avec, ça a toujours été mon soutien. Et elle fait son attaque où ça fait x2 pour le prochain, quoi, puis voilà. Voilà, x2 pour le prochain, elle joue 6 fois dans le tour. Oui, voilà, c'est ça. Là bon, on a beaucoup parlé du système de combat et tout, c'est un podcast qui est plus long que métaphore, on en est conscient, mais on va aller jusqu'au bout parce que c'est un bonheur. Et j'espère que ça vous dérange pas, mais si vous êtes là, c'est que non, voilà, je suppose. Et c'est parce que c'est hyper nouveau, c'est parce qu'il faut vraiment en parler, quoi. Faut en parler. Bon, j'aimerais maintenant embrayer un peu sur l'exploration, dont on a déjà pas mal parlé tout à l'heure. Quelques petits trucs que j'aimerais rajouter là-dessus. Et ouais, je trouve que chaque niveau, en fait, a une identité qui est assez fabuleuse. Visuellement, dans l'OST, chaque niveau a son OST, on en parlera, mais ça c'est ouf quand même. Mais même mécaniquement, dans le sens où en fait, il y a toujours dans chaque donjon une petite mécanique originale, que ce soit des ascenseurs, que ce soit des masques dans lesquels tu rentres, que ce soit un truc vachement basé sur l'altitude, sur la hauteur, ou peu importe. Il y a toujours une mécanique dans un niveau qui fait que l'exploration est toujours renouvelée, ça fourmille d'idées. Enfin, tu compares entre ça avec ce qu'on avait dans Métaphore pour les donjons annexes, tu vois, ça n'a rien à voir par exemple. Non, carrément. J'aime bien aussi comment les niveaux sont remplis, tu vois, avec les mimes, avec les journaux d'expédition qui donnent un petit peu de lore sur tout ce qu'il faut. La curiosité est très bien récompensée. Chaque objet que tu récupères, à la différence d'un soul où des fois tu t'en fous, bah tu vas au moins y porter attention pour voir ce que c'est. Quand tu trouves un boss, bah t'es juste trop content parce que bah, c'est les moments que tu préfères dans le jeu, quoi. Les boss sont des récompenses à l'exploration, littéralement. Hein. Oui. Quelle bonne idée la world map. Bah c'est vrai que c'est frais. Alors c'est aussi frais que terriblement ringard, hein, au final. C'est vrai. Parce que putain, la world map, ça fait combien de temps que vous avez pas vu une world map du genre dans un RPG, quoi? Alors, actually, il y a Dragon Quest 3 HD, 2D. Oui, bah voilà. Bah, DQ3 HD, enfin, dans Dragon Quest, même la world map, c'est toujours un truc que j'adore, c'est le côté... tu commences en étant dans une petite zone restreinte, et après t'as le bateau, et après t'as le truc qui vole, Oui. et à chaque fois c'est un sentiment de ouf, de dire que ça y est, t'as accès à tout ça. Ouais. C'est toujours un sentiment de liberté fantastique dans ces RPG, je trouve, et qui a de la valeur ludiquement, et que je trouve trop cool que ça ait été remis en avant, quoi. C'est vrai que c'est un truc un peu kitschos, mais qui fait du bien. Et c'est bien, parce que là, en l'occurrence, Eski, il a beaucoup de... Eski est mentionné. Ce qui est mentionné. Eski, il fait pas que voler et nager, il a plein de petits trucs qui se débloquent au fur et à mesure, c'est toujours très bien dosé, je trouve. T'es toujours content de débloquer de nouvelles capacités, et en général, tu sais déjà où est-ce que tu vas aller, parce que t'as déjà repéré c'était quoi les coins où t'avais besoin de la capacité en question, tu vois. Là, il y a une carte, pour le coup. Dans leur roadmap, t'as une carte. Une carte qui a l'air d'être beaucoup plus grande que ce qu'elle est vraiment, d'ailleurs, au début. Ça m'avait fait peur. Mais ça manque de... pas de maniabilité, mais tu peux rien marquer, tu peux rien... Ah putain, ouais, ah là là, des marqueurs. Ouais, juste des marqueurs, quoi. Juste des marqueurs, ouais. Parce que là, c'est la carte comme quand t'as une collector avec une carte, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment la carte imprimée. J'ai eu mon bloc-notes, moi, de toute façon, pour le jeu, hein, pour écrire mes builds, pour écrire les trucs sur lesquels il fallait que Ouais. je retourne, que j'avais oublié et tout. T'as très bien. J'étais obligé. C'est con en plus, parce que la map, elle est super belle visuellement, quoi. Elle a un peu un style à la Elden Ring, hyper dessiné. Ou pas. Ouais, il y a vraiment ce truc à la Elden Ring, en fait, où tu vois aussi la peintresse tout en haut, tu sais. Comme quand tu débloques l'arbre monde enfin sur ta carte, tu vois, il y a le même sentiment, je trouve. Ça rejoint le truc que j'aime le plus de la minimap, en fait, c'est sa topographie. Tu vois ton objectif, qui est vraiment le monolithe que tu vois au fond, tu vois. Ouais. Et elle est vraiment construite tout en verticalité, enfin pas en verticalité, c'est pas le bon mot, mais en... De haut en bas. Ouais, de haut en bas. Et tu te rapproches petit à petit, et en fait, au début, tu te dis, putain, ça va être une galère de tout refaire en arrière, mais en fait, bah, quand tu débloques la capacité de voler, ça se fait en 2 secondes. Et il y a cette narration environnementale où tu te rapproches de plus en plus du monolithe, qui est pour le coup hyper inspiré d'Elden Ring et de son arbre monde, tu vois. Ouais, surtout que t'as les zones... T'as vraiment la grosse zone de l'acte 1, la grosse zone de l'acte 2, la grosse zone de l'acte 3. Absolument. Bah, la grosse zone de l'acte 3 qui est vraiment le monde entier. Oui, vrai. Ouais, ce truc de se rapprocher petit à petit de l'objectif, ça marche de ouf. Moi j'aime trop. Tu sens la tension qui monte petit à petit et tous les enjeux qui montent. C'est con, mais ça marche trop bien.
Puis toutes les arrivées sur les nouvelles zones, enfin moi j'en ai vraiment qui m'ont marqué quoi. T'arrives donc tu passes dans la petite spirale, dans le petit portail, et t'arrives dans des endroits hyper contemplatifs et on te pose le décor d'un coup quoi. Ouais, et puis tellement de variété aussi dans ce que tu trouves. Des fois, t'as juste. Alors, au début, j'étais un peu déçu de ces zones qui sont juste des plans fixes où tu récupères un objet, tu vois. Mais en fait, vu qu'il n'y a pas que ça du tout, t'as des niveaux, t'as des niveaux classiques, des trucs full annexes un peu cons, les plages d'Estral et tout, on en reparlera. Ouais. C'est tellement varié ce qu'il y a sur la world map. Et moi, ça m'a vraiment fait du bien de retrouver une world map dans un jeu, quoi, vraiment. Modernisé à ce point. En fait c'est le petit espace de liberté quoi. Ouais, c'est ça. Puis t'as la musique exceptionnelle, visuellement, elle dégage quelque chose. Par contre, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on puisse y accéder depuis les drapeaux plus tôt dans le jeu. Oui, c'est un peu curieux, ça. Je trouve ça trop bien aussi dans le côté modernisation de la world map qu'on n'ait pas de rencontres aléatoires en fait. Ah pitié, merci. Non mais je pense que je suis traumatisé de DQ. Mais normal, normal. J'aime bien les world maps, mais t'as ce truc de putain, tu vas toujours te faire harceler constamment. Là, t'as 2-3 petits ennemis par-ci par-là, 2-3 boss même qui sont toujours trop cool à faire. Carrément, tu les retiens. Carrément, tu les retiens. Bah ouais, il y a un des boss qui m'a marqué qui était sur la world map, comment il s'appelle là, l'évêque glacial, sur lequel je m'étais bien tapé le crâne avant d'aller voir Monoko. Ouais, non, quel bonheur cette world map, putain. Par contre, il y a un. Je sais pas si t'as joué en mode performance ou en mode graphisme. J'ai mis performance parce que ouais, c'était chiant. Parce que alors moi j'étais en mode graphisme depuis le début et putain il y a un énorme flou sur la world map en mode graphisme où vraiment au bout de 100 mètres tu vois plus et puis il y a un espèce de flou alors tu distingues le monolithe tu vois. Okay. Mais du coup c'est dommage ouais. Mais moi j'ai juste vu la différence de framerate entre le jeu quand tu joues toi-même et quand tu passes en cinématique. Il y a quand même beaucoup moins de frames et ça se ressent pas mal je trouve. Ok. Mais sinon c'est tout ce que j'ai à dire sur l'opti. Ouais bon j'aurais pu passer en mode performance plus tard mais en fait j'ai commencé en graphisme et puis je pense que si je passe en performance j'aurais perdu tous mes timings de parade avec le double de FPS tu vois. Donc j'ai pas... Ouais. Je comprends. Au-delà d'être un hommage à tous les JRPG de l'époque qui arboraient une world map avec ce truc de... les échelles sont pas respectées, c'est un peu n'importe quoi, ton perso est immense et tout, tu vois. Bah juste ça a une vraie signification dans le jeu et c'est vraiment... Là en fait c'est dans cette world map là qu'on retrouve le côté ouvert qu'il n'y a pas dans les niveaux. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il ouvre sa gueule, Esquier? Mais qu'est-ce qu'il a raison d'ouvrir sa gueule, Esquier? Dès que tu rappuies sur la touche de sprint, il rebalance la même réplique. En avant! C'est parti mon kiki! Je suis le coureur le plus rapide! Quel homme. Putain, qu'est-ce que le jeu est généreux niveau contenu annexe. Le jeu a plein d'idées originales pour varier son gameplay de temps en temps, tu vois, genre... pour ça, je peux juste ne pas évoquer les plages d'Estral. Ah, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Je sais même pas si je les ai toutes faites au final, peut-être que j'en ai raté. Mais qu'est-ce que... Oui, en fait, ça te fait souffler. En fait, ils savent que dans les JRPG, il y a ce truc un peu de Gunner. De vas-y, on va te foutre les persos en maillot de bain, tu vois. C'est un classique du JRPG, c'est là dans tous les JRPG, tu vois. Oui. Même dans des jeux en pixels comme Dragon Quest 3, ça y est. Oui, c'est vrai. Ils se sont dit, on va lock ça derrière des jeux de plateforme à la con, de Only Up et tout. On sait très bien que ça marche pas avec notre système de... avec notre moteur et tout, tu vois. Et je trouve ça tellement drôle. Vraiment, ça m'a fait tellement rire la première fois que j'ai vu la récompense de ce truc-là. Et qu'à chaque fois, c'était des maillots de bain. Et que la récompense du pire Only Up du jeu, c'est un maillot de bain pour Monoko. Je trouve ça si drôle. C'est parfait, enfin, fallait faire ça. En plus on te laisse le choix, si t'es pas fan, bah tant pis. Bah bien sûr, oui en effet le volet c'est n'importe quoi. Oui en effet c'est codé n'importe comment, le moteur est pas fait pour ça. Mais tu gagnes un maillot de bain à la fin, y a pas de trophée qui est lié, c'est juste là parce que c'est marrant, ça les a fait marrer et je trouve ça trop bien. Exactement. C'est un jeu qui se prend pas au sérieux constamment alors qu'il a un ton hyper grave quand même. Ah ça oui. Mais il y a vraiment une inspiration japonaise là-dedans, dans le sens où ça a beau être un jeu hyper occidental, et c'est ce que je reproche souvent aux jeux hyper occidentaux. C'est pas un jeu qui se prend au sérieux quoi, tout le temps. Il sait respirer et puis il sait être très drôle quoi. Et il sait vraiment. Pour le coup, même dans les dialogues, dans les personnages, merci pour ça, merci pour les touches de léger, merci pour François. Merci pour François, putain mais qu'est-ce que ça m'a fait rire la première fois que j'ai entendu ça. François. Putain non mais... François. Non mais juste le truc de te build up un truc en mode putain l'ennemi surpuissant, mon ennemi juré et tout. Et il finit sur un François. Je suis chaud de parler du camp. Je suis très chaud de parler du camp. Bon, on peut parler du camp, bien sûr. Bah, le camp, bah, c'est le QG. Hein. Bon, il n'y avait pas Lotus Juice pour t'accueillir. Mais. Oui, c'est un peu ça, oui, en effet. Mais non, c'est vraiment le moment où tu sais. Bon, c'est peut-être un petit défaut. Que tu saches pas vraiment quand t'as ton social link, quand t'as ton. Parce que oui, il y a un petit système de dialogue. Exclusif à chaque perso pour monter d'affinité d'amitié. On va appeler ça des social links. Oui, bah c'est ce que c'est. Hein. Persona 3 est un des jeux préférés de Broche, évidemment que c'est des social links. Oui. Bon, tu sais pas vraiment quand ils sont, du coup, tu te retrouves de temps en temps à passer un quart d'heure à faire que des social links parce que tu peux en enchaîner même 2-3 des fois. Oui, c'est n'importe quoi ça, ouais. Mais tu sais dans quoi tu t'embarques, et puis je trouve que les dialogues sont pas chiants. Ah non. Des fois, t'as même des défis où Verso, tu dois battre Monoko en défi à un moment donné. Et puis putain, Verso, quel gros baiser. Ouais, alors. Qu'est-ce que c'est drôle. J'ai quelques problèmes avec ces social links. Ok. Ouais,
En fait, j'ai du mal à pas me dire qu'ils sont pas juste là parce que Persona et parce qu'il a aimé Persona justement. Ah, Le truc des social links dans Persona, c'est que pourquoi est-ce que ça fonctionne? C'est parce qu'il y a une implication. Tu sais que tu vas aller faire ton social link et que ça va te bouffer du temps. Et tu sais c'est quoi la récompense que tu auras à l'issue de ça. Tu sais pourquoi tu vas les faire. Tu sais ce que ça implique, il y a des choix sur les social links que tu vas faire et tout. Là, c'est juste, bah, ils sont dispo, tu fais, t'as ton dialogue. En fait, ludiquement, ça n'a aucun intérêt. Tu débloques des capacités, d'accord. Mais ça reste, j'appuie sur X et t'as une quête à la fin. Alors, les quêtes à la fin sont très bien. Vraiment, c'est très cool. Les persos sont très bien écrits et on en parlera après. Les scènes de dialogue, c'est vraiment. J'ai des très bons souvenirs des scènes au camp, vraiment. bah ouais. Pour moi, c'est ça l'intérêt du coup. Ouais, vraiment. Mais est-ce qu'il y avait besoin de passer par un système de social link? C'est vrai que c'est peut-être juste un clin d'œil, mais c'est un bon prétexte pour avoir des scènes de dialogue qualitatives, pour avoir des scènes de vie légères qui pour moi sont nécessaires, même pour le propos du jeu, Absolument. et pour que tous les twists voulus fonctionnent. Enfin, pour moi, c'est tellement important que ce soit là. Oui, je suis d'accord. Franchement, je pense que ces discussions-là au camp, c'est étonnamment l'un des moments où le jeu brille le plus par son écriture et par son écriture de perso. Il y a vraiment des très bons moments. Et oui, le fait qu'à chaque fois tu retournes au camp après les gros événements, que tu puisses prendre la température de comment ça va avec tes coéquipiers et tout machin. Grosse inspi Persona 3 là-dessus, évidemment. Oui. Par contre, du coup, je trouve que ça casse un peu le rythme du jeu, c'est-à-dire que bah, y a encore le moment où ça met un certain temps avant que tu puisses améliorer tes armes n'importe où. Oui. Donc, sur la majeure partie du jeu, il faut que tu améliores tes armes au camp. Donc, tu arrives au camp et tu sais que tu vas aller faire toutes les relations et toutes tes améliorations et tout. Donc, tu arrives, tu fais 10-15 minutes de blabla. Ensuite, tu fais 10-15 minutes, enfin pas 10, peut-être 5 minutes de amélioration d'armes. Après, tu vas mettre tes Lumina. Et ensuite, tu as plein de Lumina, d'emplacement de Lumina. Du coup, il va falloir refaire tes builds. Du coup, Ouais. ça te casse un peu dans ton truc. Et j'étais en mode, oh putain, je suis au camp. Ça va être mou. Ouais, il y a une grosse pause, ouais, c'est sûr. Après, tu peux améliorer tes armes n'importe où. Et tu souffles, putain de merde. C'est marrant. C'est marrant parce qu'on a un peu opposé là-dessus, je pense. C'est-à-dire, Enfin, je vois ce que tu veux dire dans ce truc de... c'est chiant de te dire que t'es au camp et ça y est, t'es parti pour longtemps à faire des builds et tout. bah des fois j'étais pas dans le mood. Des fois j'avais juste envie de. Je venais de trouver des pictos de fou ou quoi. Et je suis oh, putain, au camp, merde. Va falloir que je repasse une demi-heure au camp. Et ça. Je vais en ressortir très content. Mais juste, c'est pas ce que je voulais maintenant, tu vois. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Après, rien ne t'oblige de tout améliorer à chaque fois que tu vas au camp pour autant non plus. C'est vrai. Mais en général, dans l'histoire principale, t'arrives pas au camp tout le temps. Du coup, t'as pas mal de trucs à mettre quand même. Mais à la fois, j'ai quand même envie de te dire, dans n'importe quel RPG, oui, bah c'est après que t'aies battu un boss, après que t'aies XP, que tu vas voir ton build, tu vois. Et ça arrive toujours à ces moments-là, donc... Ouais, mais ça collait vraiment avec tous les dialogues et c'est un peu de temps quand même. Mais oui, c'est pas trop Oui, grave, je chipote encore. Et moi, tu vois, au contraire, j'aime bien quand... Bah tu vois, on en parlait dans Métaphore. Moi, ça m'a saoulé qu'arrivé à un certain moment du jeu, tu puisses faire tes archétypes en appuyant sur triangle. J'aime bien aller à l'académia, tu vois. Ah oui. Ah mais moi je savais pas. Ouais, oui, c'est vrai. Moi, les moments où je faisais mes builds avec lumière en fond que je mettais sur les vinyles au camp, tu vois, Ah. ça fait partie de mes meilleurs souvenirs du jeu, tu vois. Ok. Et j'ai plus le réflexe de le faire en endgame, j'allais juste à un drapeau, faire mes builds et tout. J'avais perdu ce réflexe d'aller au camp et moi, ça me fait un peu chier. Mais le truc de rythme, je comprends aussi. Je comprends. Mais est-ce qu'on aurait dit pareil s'il y avait pas, si on était obligé même en endgame d'aller. Ouais, je sais pas, oui, je pense que leur choix est pas débile et il y a beaucoup de qualité aussi, je ressens peut-être ça parce que... Non, parce qu'en vrai, imagine, t'es là, t'es devant ton boss, dans ta zone. Je suis dans ma zone, t'es dans ta zone. Tu restes dans ma zone, je serai dans ta zone. Tu restes dans ta zone, je suis dans ma zone. Je suis dans ma zone. Dans ma zone. T'es devant ton boss, tu veux changer de build, faut ressortir. Faut retourner dans le world map pour Ouais. aller au camp. Ouais. Waouh, ça fait beaucoup de trucs. Ouais, c'est sûr. Oui, non mais oui, c'est... Et après, bon, je vais pas cracher sur du quality of life alors que je... c'est ce que je demandais au début de la vidéo. Mais en fait, on chipote, on fait que ça, mais on adore. Mais bien On sûr, adore. mais c'est important, mais évidemment qu'on Bah oui. adore, il y a tellement de trucs qu'on dit positifs aussi. C'est juste que des fois, on passe tellement de temps à dire ce petit truc que je veux que vous compreniez que ce jeu est brillant. Bien sûr, mais il est exceptionnel ce jeu. Et dernier chipotage sur le camp, Dis-moi. tu l'as évoqué vite fait, mais je suis désolé. Ces invitations à baiser. Waouh, oh, ça m'a sorti du truc, hein. Ok. Ah ouais, non, alors putain, autant ciel, vas-y, je vais pas développer, mais je peux comprendre. Ouais. Je vais pas spoiler tout, mais je comprends en quoi est-ce que c'est pertinent pour le perso et tout. Mais putain, Lune. Non mais je sais pas si t'as fait le truc avec Lune. Mais moi, je suis pas allé au bout. Ok, bah en gros, elle est là, elle te dit que elle aimerait bien composer une musique avec toi. Oui. Et c'est trop bien ça, c'est trop bien parce que c'est son perso et tout, et ça mène à quelque chose. Verso aussi faisait de la musique et c'est hyper important pour le personnage et tout. Ouais. Et Verso il est en mode oui, on va composer, entre guillemets. Ah mais si, mais ça j'ai eu ça. Mais... Pitié, enfin c'était une scène qui était censée être forte. Enfin, je trouve ça tellement dommage que j'ai pas pu voir ça autrement que comme le truc de... Ça sort de nulle part,
C'était juste là, genre, le gros beauf de service chez Expedition 33 chez Sandfall, qui était en mode, vas-y, lol, ils vont baiser. Je trouve que ça n'apporte rien, alors que je suis pas contre que les persos baisent. Mais là, je trouve que. Je suis pas contre du tout. J'ai aucun problème avec ça. Je serais jamais contre. Merci. Merci pour la jiggle physics de Lune, merci pour les pieds, y a pas de problème, je suis un gooner. Y a pas de souci. Mais là, j'ai trouvé que ça sortait de nulle part et que c'était juste beauf, quoi. J'ai trouvé ça nul. Ok, moi ça m'a fait marrer. Mais je crois que j'ai trop l'habitude, et je suis peut-être trop permissif avec ça, de considérer qu'il y a des choses qu'on peut faire en Social Link qu'on peut faire que dans les Social Link. Je peux recevoir ça, je comprends. Mais parce qu'aussi on a un passé de joueur de Persona. Oui, bah oui, ça joue aussi, ouais. Là, moi je l'ai quand même. Je pense que ça joue. Et puis ça empiète sur des vrais développements qu'il aurait pu avoir avec Lune en l'occurrence. Tu vois, moi ça me saoule. J'entends. Oui, je m'étais pas fait la réflexion, mais c'est pertinent. Au moins, dans Persona, tu choisis ce que tu veux comme route, tu vois. Après, oui, je prenais pas les réponses les plus crades avec Verso. Ouais, mais Lune, moi quand j'étais en mode on va composer, j'étais en mode on va composer, frère. Enfin, c'est là où ça mène. J'étais pas. Verso, lâche ta bite. J'étais pas en mode on va composer, j'étais en mode on va composer. Enfin, je te jure, j'étais pris de court, je ne m'attendais pas une seule seconde à ce que ce soit un sous-entendu, quoi, premier degré. Ok, oh moi, oui. En vrai, oui. Voilà, c'était petit coup de gueule. J'entends. Le camp, génial, merci. Camp génial. Dommage que le camp reste. Alors, le fait qu'il reste le même du début à la fin, même si ça n'a aucun sens géographiquement, je comprends. Mais faites au moins en sorte qu'on se rapproche du monolithe, parce que là, il est toujours aussi loin, même quand on est à son pied. Ouais, j'avais pas fait gaffe, mais oui. Ouais, ça sort un peu du truc. Le tourne-disque, trop bien. Trop bien. Et en parlant de disques, il y a une manière de les obtenir parmi tant d'autres, mais qui existe quand même, qui est une autre idée du jeu que je trouve géniale, c'est son manoir. Ah oui. Oh là là, le manoir. Il faut parler du manoir. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce qu'on te laisse dans le flou? Oh là là. Qu'est-ce qu'on te laisse y perdre, aller ouvrir toutes les portes 1000 fois, ne rien comprendre, et quand tu comprends, waouh. Oh là là, mais ça marche trop bien, quoi. La narration environnementale, les portes qui s'ouvrent de l'intérieur et tout. Les petits secrets qu'il y a à trouver dedans, oh, c'est trop bien. Non, franchement, j'étais perplexe au tout début. Je sais quoi, où est-ce qu'on m'emmène? Pourquoi on me fait faire ça? Pourquoi j'ai réouvert toutes les portes pour voir si ça marchait? Pourquoi jouer à Silent Hill 2 là, et qu'il n'y a aucune porte qui s'ouvre? Exactement. Mais quand t'as la vision, t'as la vision. Quand t'as la vision, t'as la vision. Ouais. Et puis en plus, c'est un lieu qui est tellement important scénaristiquement, sans spoiler, que ça renforce l'aura mythique du lieu, quoi. Ah oui. Non, profitez du manoir. Profitez du manoir, absolument. Et pas le film. On a tout ramené en 2025 et mentionné dans un pas ce manoir clair-obscur. Est-ce qu'on parlerait pas DA? On peut, hein. En parlant un peu de DA, comme tu m'as gentiment suggéré. Bah déjà, visuellement, c'est quelque chose, hein. Qu'est-ce que c'est inspiré? J'ai eu un peu peur de partir dans un truc hyper réaliste, inutile. C'est pas du tout ce qui a été essayé. C'est très... Bah t'arrives déjà à la lumière, c'est très floral, c'est très texturé, c'est très peint. Genre t'as le coup de pinceau, quoi. T'as le coup de pinceau. Ah oui, t'as le brush. Ouais, t'as le brush, exactement. Tu vois le brush sur toutes les fleurs, sur tous les cheveux, t'as l'impression que les cheveux de Maël, c'est un grand coup de pinceau, comme dans Vagabond, Inoue, tu sais... Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Bah, ou même comme dans les portraits de social ligne de métaphore dont on parlait, hein. Oui, exactement, ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Ils ont réussi, moi je trouve que c'est toujours super fort de faire ça, c'est qu'ils ont réussi à créer des visuels iconiques. Genre, une tour Eiffel courbée. Oui, putain. Fallait y penser, quoi. Vraiment. Et tu vas instantanément penser à Clair-Obscur. Une tour Eiffel courbée. L'ours du parc d'Arcy avec la tête vers le haut. Je vais la laisser parce que s'il y a un Dijonais, il sera très ravi. Voilà. Ah, vraiment. Mais ouais, moi je regardais certains panoramas qu'on avait dans les niveaux et tout. Il y a plusieurs inspirations. Il y a, comme il parlait de l'art, alors c'est quoi? C'est la Belle Époque? Oui, c'est ça. Beaucoup de Belle Époque, beaucoup de surréalisme et beaucoup de fantastique. Et l'Alliance des Trois, putain, elle donne des niveaux, mais qui sont tellement inspirés. Waouh! C'est quoi ton meilleur souvenir vraiment d'environnement, de paysage? D'environnement, alors on va parler de l'autre, évidemment on va parler de l'autre. Parce qu'il y en a un où je pense que tout le monde est d'accord que c'était fabuleux, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, il n'y a pas de surprise, tu vois. Mais moi, pour faire un peu le mec différent... Vas-y. Je sais pas si tu l'as fait, j'espère que tu l'as fait, ce serait con, parce que c'est de l'annexe. Dis-moi. C'est la zone du 3ème axon. Non, j'ai fait que 2 axons. Ah mince, putain, merde. Ah putain. Le 3ème axon, tu le vois jamais en fait. Tu le vois jamais, juste tu vas dans sa zone pour aller le taper, mais tu le vois jamais. Et si tu veux, c'est un espèce d'axon, une espèce de petite fille ou je sais plus trop quoi, qui veut s'approcher des cieux, tu vois. Ok. Et qui pour ça a construit une tour que avec du bois, mais vraiment
où tu vois des espèces de... des orphelins, tu vois à quoi ils ressemblent les meubles, les orphelins. Oui. Plein d'orphelins qui sont en train de construire cette tour. Il y a du vent, c'est une zone hyper venteuse, hyper aérienne, où tu montes la caméra, où t'as une tour qui monte, mais tout en haut, qui fend le ciel, tu vois pas le bout, tu vois. T'as une musique toute douce qui devient de plus en plus forte au fur et à mesure que tu grimpes la tour. C'est un lieu qui est coupé du temps, coupé du monde, où il y a tout ce lore par rapport à cette fille qui essaie d'atteindre le ciel et tout. Oh là là! Oh mais misère, c'était exceptionnel. Ah putain, bah ça donne envie de la faire, putain. Ouais, vraiment fabuleux. Donc ouais, ça c'est mon vrai souvenir exceptionnel du 3ème Axon. Mais vas-y, parle-nous de Sirène. Bah ouais, non, Sirène, hein. Bah déjà, juste la musique, elle peut passer pendant 10 heures, qu'il y a aucun problème. Oh là là, dans sa robe de jour... Ah, vraiment. Et ouais, non, en fait, le niveau, il est construit comme c'était dans le Colisée. Le Colisée de Godzilla, ouais. T'as la Sirène. Godzilla mentionné. Et que, en fait, tu fais tout le tour. Tout est en ruine, tu découvres ce que les autres expéditions ont découvert, on te transporte, on te met sur des plateformes, on te fait t'engouffrer dans les petits couloirs, dans les petits machins, t'as toujours la musique, t'as toujours le truc de faut pas la regarder, bon évidemment il va rien se passer si tu la regardes, c'est pas le Slender mentionné, mais... Slender mentionné. On saoule, putain qu'est-ce qu'on saoule. mais non voilà, ça c'est souvenir à vie je pense. C'est un chef-d'œuvre ce niveau, c'est un chef-d'œuvre. Il y a d'autres niveaux qui sont marquants, la vieille lumière c'est magnifique. Le champ de bataille où là t'as tous les terres oubliées, je crois que ça s'appelle, où t'as toutes les épées plantées par terre un peu à la berserk, tu sais. Ouais. Très très cool aussi. La Sirène, c'est là où j'ai eu cet effet là, mais en fait dans tous les niveaux c'est le cas. Est-ce que tu te rends compte d'à quel point les niveaux sont grands? C'est vrai que je pense qu'on se pose pas assez la question d'à quel point les niveaux sont grands. On voit beaucoup le ciel, je pense que ça nous... Ah ouais. Je pense que ça nous trompe. Pas nécessairement dans la surface arpentable, tu vois, mais d'à quel point tout est modélisé. D'à quel point tu te sens écrasé en fait par les niveaux tellement ils sont immenses, tellement il y a des trucs au-dessus de toi partout. Moi qui suis un peu dans le truc encore une fois, modéliser un tel truc, mais genre comment ils ont fait pour modéliser autant de niveaux aussi grands avec des assets aussi propres, je ne comprends pas. Peut-être qu'il y a un pattern, on se rend pas compte ou je sais pas. Ils sont tous tellement différents gros, enfin... Bah ouais je sais pas. ça a quand même duré 5 ans, les modélisateurs 3D étaient nombreux et tout, mais enfin quand même quoi, c'est immense de faire ça. J'ai eu cet effet à l'échelle de Sandfall, hein. À l'échelle de Sandfall et à ce qu'il nous montre, j'ai eu cet effet Lendl, tu vois. De me dire, mais comment les humains ont pu créer un truc pareil? À leur échelle, tu vois, c'est pas non plus autant que Lendl, mais ce truc de putain, il y a des gens derrière ces modèles 3D, quoi. C'est invraisemblable, quoi. C'est invraisemblable, c'est ça. Le niveau de taf et le temps investi là-dedans, enfin... Oh là là. C'est vrai qu'il faut se rendre compte. Et par contre, j'aimerais juste vite parler un peu du côté Unreal Engine, si tu veux. Vas-y, dis-moi. Pour le coup, j'y connais que dalle. C'est ce côté où quand tu taffes sur un moteur généraliste comme ça, tu perds toujours une petite identité, une petite patte graphique, tu vois. Ok. Il y a des éclairages qui font vraiment typique Unreal, tu vois. Et du coup, là, vu qu'on est sur un jeu fait sous Unreal, et c'est normal, tu vas pas créer un moteur quand t'es une équipe de 30, c'est pas possible. Oui, non, ça a rien. J'avais un peu peur du côté où le jeu perd de son identité visuelle parce que c'est de l'Unreal, tu vois. Ok, je comprends la crainte maintenant. Et en effet, des fois, il y a un petit peu de ça, il y a des éclairages typiques Unreal. Il y a ces flashbangs mais typiques Unreal, où quand tu passes d'une zone hyper éclairée à une zone sombre, ou l'inverse, tu te prends un gros flash dans la gueule et la lumière, elle met 5 secondes avant de redevenir normal, tu vois. Et ça, c'est le moteur. Voilà. Oui, je pense à toi, Final Fantasy VII Remake. Oui, je pense à toi, FF7 Rebirth. Qui sont full fait sous Unreal et qui souffrent énormément de ça. Je sais pas si t'as déjà fait gaffe dans FF7 Remake, mais c'est quelque chose ça. Bah oui, si, c'est vrai. Ouais, voilà. Et ça, c'est Unreal, tu vois. Donc, il y a ces petits trucs là à droite à gauche où tu vois que c'est un jeu qui a été fait sous Unreal. Ou quand même, tu vois, par ces trucs de ces effets de brush, ces effets de peinture un peu qu'on voit par-ci par-là, je trouve que le jeu arrive à s'en détacher quand même pas mal et c'est un petit tour de force. Voilà, je trouve. Tout ça pour dire que c'est un point positif, tu vois, mais je trouve que c'est important à dire parce que déjà on parlait à l'époque de ce côté Unreal, tu vois. C'est vrai que je me rends pas compte, mais si c'est une source d'inquiétude comme ça, bah je trouve que, de ce que tu me dis, ils ont quand même réussi à bien s'adapter. Puis c'était le choix à faire, hein. Il sert à rien de faire un moteur pour un jeu. Ouais, absolument. Mais ceci dit, maintenant que le studio va prendre de la renommée et tout, tu vois. Bah c'est peut-être l'occasion. Voilà, moi je suis convaincu que si le jeu avait son moteur propriétaire, waouh, on pourrait avoir une DA qui casse encore plus tout, quoi. Peut-être que pour dans 2 générations de consoles, on aura Clair Obscur Remaster sur le Jerome Engine. Et Jerome Engine. Et que ça va être top, quoi. D'ailleurs, le réal disait que... ça m'étonnerait parce que c'est un... Il a commencé ça parce qu'il kiffait Unreal, tu vois. Ok. Il trouvait ça trop bien, donc ça m'étonnerait qu'ils fassent leur moteur propriétaire, tu vois. Mais à la fois, ça prouve aussi que, vu qu'il kiffe Unreal, c'est pour ça aussi que le jeu a sa patte, c'est qu'il a réussi à bien l'utiliser, je pense aussi. Ils ont chopé un gros nerd d'Unreal, c'est marrant. Donc voilà, intéressant de parler du côté graphique de Clair Obscur, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ah oui. Tous les mondes cinématiques, hyper dramatiques, tu passes en 4 tiers, bam. Ah, trop bien ça, trop bien. Gros filtre noir et blanc, gros ralenti, énorme tension qui te
prend au dépourvu, tu te feras vraiment choper par le col. Hein. Et c'est brillant, c'est génial, à chaque fois j'ai eu des frissons. Et à chaque fois c'est pour des gros éléments d'histoire où tu revois des persos où tu dis oh là là, alors lui, elle, si je les vois, c'est qu'il se passe un truc. Et toute la mise en scène est folle. Ah ouais, bah juste pour faire une transition avec un côté auditif, s'il va falloir qu'on y vienne. Ah oui, bah oui. Vrai. Oui. Juste très rapidement sur ces cinématiques. Il y a une utilisation, alors aussi dans les musiques, et c'est pour ça que ça va être une bonne transition, mais il y a beaucoup d'utilisation de la saturation, je trouve. Typiquement, Renoir, dès qu'il apparaît, ça sature. Ouais, je vois. T'as un gros bruit sourd qui sature, tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça trop bien. C'est de l'aura. Il y a vraiment beaucoup d'aura au final dans ce jeu. Et même dans les OST, dans une vie à t'aimer ou comme machin, le violon qui sature et tout, enfin il y a vraiment un truc là-dessus qui est, je trouve, rare, qui est trop bien. Non ouais, carrément. Bon, qu'est-ce que t'as à nous dire, le musicos? Non, même pas musicaux, juste tout le monde est en train de kiffer, tout le monde est en train de kiffer. Tu vois les gens, ils font des shuffle playlists et tout, ça envoie des mèmes, il y a des chiens qui aboient dehors tellement je les bien. Non, vraiment les musiques sont mémorables. Ouais, ça y est. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, rien qu'un chien qui croise un autre chien. Monaco, enfin. Ah waouh. Attends, c'est Ski qui fait moi je suis plutôt wouhouhou. Ah, c'est Ski. Moi je suis plutôt wouhouhou. En français, il fait ouais, bouh. Oui, je crois que c'est ça. C'est ça. Ouais, j'ai pris le screen. Ouais. Des fois, je suis plutôt ouais. Mais la différence chez moi, c'est que le ouais et le bouh s'équilibrent. Merci pour ça. Merci pour ça, Revive Off. Ah bah ok, tu peux dire merci à moi. Bah je disais merci à Eski. Moi je te disais merci à toi pour l'imitation. Bah pas de problème. J'espère qu'elle sera dans le podcast. Bien sûr. La musique. La musique. Quel bonheur. Déjà, Lorient, hein, il s'appelle Lorient. Lorient, déjà merci pour les travaux. Première fois qu'il fait une bande originale, une soundtrack. Merci de réussir à créer quelque chose d'aussi à la fois atmosphérique et mélodique quand il le faut. Et quand c'est mélodique, mais qu'est-ce que ça bouge. Genre on a tous en tête les... C'est Goblou que ça s'appelle, je crois. Ouais, exactement. Ouais, des trucs comme ça où ça t'emmène à des endroits où ça t'emmène même dans des genres où tu t'attends pas, des trucs un peu électro. Quelle variété. Et après, t'as les grands Une vie à t'aimer, où c'est giga orchestral et rock en même temps, t'as des grosses solos de guitare électriques à fond, et t'as une écriture qui est folle, que ce soit dans l'orchestre, les arrangements sont tous superbes. Quand t'as deux chanteurs, l'écriture à deux voix, elle est magnifique, hyper inattendue, et pourtant c'est hyper chantable. Et enfin vraiment, si vous décortiquez l'écriture à deux voix d'une vie à t'aimer, juste comment les mélodies sont distribuées entre les deux chanteurs, c'est... Waouh, c'est splendide. Qu'est-ce que c'est beau, putain. Mais même moi j'arrive à le cerner. Tu fais surprendre à chaque fois, c'est tellement enfin, tu redécouvres des choses à chaque écoute. C'est un bonheur, les 11 minutes d'une vie à t'aimer, enfin on est beaucoup, mais je pense. Une vie à t'aimer, non mais... Je pense qu'on est beaucoup à casser notre tête. Je casse aussi évidemment beaucoup ma tête sur Lumière et Alicia. Absolument, c'est encore plus différent. Lumière, c'est vraiment des trucs de cœur, hyper envoûtant. Et envoûtant, est-ce que c'est l'adjectif que je recherche? Je sais pas. Est-ce que ça fait sens? Bah ça marche en tout cas. Ouais, je crois que c'est ça. Et puis Alicia, énorme balade en latin et tout. Enfin, c'est pas exactement du latin, je crois. C'est plus de ce que j'ai compris, c'est un peu un truc à l'avenir, dans le sens où il y a des chansons qui sont entièrement en français, comme Une vie à t'aimer dont on parlait. Ouais. Mais de ce que j'ai compris, ça emprunte à beaucoup de langues différentes, qui pour faire une espèce de mix. Il y a un peu de latin, je crois, quand même. Hein. Ouais. Mais il y a surtout beaucoup d'italien. Ok. Beaucoup de français et de l'anglais par moment. Hein. Mais je crois que c'est surtout italien et français, si je dis pas de conneries. Mais Alicia, j'ai cassé ma tête. Hein. J'ai lancé le jeu la première fois, je suis resté 20 minutes devant Alicia. T'as même pas ouvert le jeu, que c'est ça sur l'écran de la Play. C'est comme ce qu'on disait avec Academia la dernière fois. Ouais, ouais. Non mais sérieux. On nous a offert un bijou. Ouais, mais quelle générosité. Je sais pas si on se rend compte ce que c'est que 80 titres. Oui, pour un mec dont c'est la première BO pour un jeu qui dure 70 heures. Enfin... Oh, c'est immense. Puis, comme tu le dis, quelle générosité dans les genres, dans les styles différents, dans les émotions convoquées, évoquées, enfin... Oh là là. Même au sein d'une vie à t'aimer, faut qu'on en parle un peu, cette OST. On a parlé de l'Academia pendant 5 minutes la dernière fois. Oui, voilà, c'est vrai. Voilà. Il y a toujours cette OST dont il faut qu'on parle qui me fait péter un plomb. C'est que, genre, même au sein de cette musique-là, qui dure 11 minutes, toutes les putains de paroles sont ancrées dans ta tête, toutes les putains de paroles, tu peux les hurler. Et, genre... T'as de la guitare électrique à un moment. Ah oui, non mais t'as un énorme solo qui tue. Mais et qui s'intègre parfaitement à un truc de français, violon, enfin non mais... Ouais, et puis les signatures rythmiques qui changent, tu passes d'un 3 temps à 4 temps en plein milieu, tout fonctionne hyper bien, ça raconte tellement de choses sur l'histoire, ça raconte tellement de choses. J'aime bien que ça embrace, que ça embrasse. Je vais faire un matador. Oui. Oh, je le veux ce moment.
Je le veux ce mot. Épouse. Ouais, j'aime bien que ça épouse vraiment cette mentalité qui est très japonaise de dire des trucs simples mais qu'on pense vraiment et qui raconte Absolument. tellement au final. Absolument. C'est le je t'aime, qu'est-ce que c'est? Le je t'aime, c'est ce que j'allais dire, Qu'est-ce que c'est simple, mais qu'est-ce que ça marche et c'est hyper sincère quoi. C'est très japonais et on adore le Japon. On adore le Japon. Ici, on adore le Guillaume Japon. Broche adore le Japon. Guillaume Broche a speedrunné DMC5 et Guillaume Broche a donc demandé à Victor Borba de venir crier sur une vie à t'aimer. Merci. Et il y a tellement de ressources. J'ai regardé très peu de vidéos, mais ils sont très présents sur les réseaux. Il y a eu des vidéos avec Mister MV, il y a eu des trucs avec tout le monde. Ouais, allez, ils foncez. parlent de leur jeu, c'est cool d'avoir des devs qui parlent de leur jeu. Ils sont généreux là-dessus et merci. Puis les concerts qui arriveront et tout. Me frotte les mains, putain. Lorient Testar est monstrueux, Victor Borba est très fort, Alice Duport-Percier, la chanteuse, avait une voix qui te transcende. Oui. Moi je peux pas m'imaginer autre chose que vraiment, encore une fois, c'est un fan de P3. Je veux ma chanteuse attitrée, je veux mon Lotus Juice attitré pour le jeu, tu vois. Moi je suis sûr qu'il y a de ça. Non, je suis d'accord. J'ai hésité à répondre la musique dans le truc qui m'a le plus fait kiffer dans le jeu parce que vraiment ça fait longtemps que j'ai pas... Enfin longtemps non, c'est pas vrai, c'est pas du tout la bonne formulation, c'est pas vrai du tout. En tout cas ça fait longtemps que j'ai pas autant streamé une musique qu'une vie à télé. Non mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas autant streamé d'un coup d'un seul comme ça. Ça fait partie des musiques que... Là ça fait 10 jours, 2 semaines. Ça fait partie des musiques que j'écoute 2-3 fois par jour, alors que ça dure 11 minutes, et je me lasse pas quoi. Mais même les thèmes plus mineurs, genre le village égestral, bah oui je l'ai en tête, bien sûr. Le Oh. manoir, qu'est-ce que j'aime le manoir, le thème du manoir, qu'est-ce qu'il est bon, oh là là. Putain. Bah voilà, merci pour la musique. Bon, il nous reste pas grand chose à tackle, Oh putain tu fais chier hein. Ah ouais, je suis chiant, putain. À couvrir. Oui, merci. Il ne reste plus grand chose à couvrir dans ce podcast, mais il s'agit quand même de l'histoire, donc c'est quand même un gros morceau. C'est un énorme morceau. On va faire une partie non spoil, on va dire surtout nos ressentis, tout ça. Une partie spoil où, évidemment, si vous n'avez pas joué au jeu, on vous conseille énormément de skip, parce que je pense que ça fait partie des histoires qu'il faut vivre comme elles veulent être vécues. Donc voilà, skipper, pas maintenant, on le dira quand on va spoiler, mais il faut spoiler parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ok oui. Moi j'aimerais commencer par un truc con mais non, qui est à la fois une des plus grandes forces du jeu et je vais enfin raccrocher les morceaux avec ce que je disais au tout début du podcast sur pour moi c'était un jeu qui n'était pas voué à l'échec. Vas-y. Je vais utiliser des termes un peu, je me permets maintenant que je suis dans le milieu, vas-y on se permet, on peut flex un peu et puis c'est comme ça c'est cool, voilà. Je t'en prie, je vais apprendre des trucs. Il y a ce qu'on appelle pour pitcher un jeu à un éditeur, un hook. Le hook c'est le crochet, c'est ce qui accroche les gens. C'est un truc que tu peux résumer en 2 phrases et qui doit marcher, qui doit te faire accrocher direct, tu vois. Oui. Ce truc d'avoir un monolithe qui chaque année écrit un énorme numéro visuellement, qui fait que chaque année les gens qui ont l'âge du numéro vont se faire gommer si tu veux. C'est un truc, mais qui est d'une simplicité à comprendre visuellement, à expliquer, à comprendre tous les enjeux qui en sortent, tu vois, ce truc des expéditions et tout. Ouais. C'est d'une simplicité vraiment à comprendre. Je sais pas toi, mais j'ai parlé du jeu à plein de gens, en donnant ce hook, tu vois. En mode, il y a la peintresse, les gens meurent chaque année et tout. Ouais, c'est vrai, oui, carrément. J'ai beaucoup de mal, moi, à donner envie, alors enfin, pas à donner envie parce qu'il y a plein de jeux auxquels t'as joué grâce à moi et tout machin, mais quand tu me dis de me dire de quoi parle un jeu ou quoi, je suis très mauvais pour ça en général. C'est vrai que t'es super nul. Ouais, voilà, c'est très nul. C'est trop drôle de te faire résumer des trucs. Voilà. Mais là, pour le coup, j'y arrive avec l'Expédition 33, et j'ai vu plein de gens à qui je leur ai juste dit le pitch du jeu, tu vois, et qui étaient en mode, mais je veux essayer. Oh, trop bien. Vraiment, et des gens qui ont essayé, des gens de ma classe qui ont essayé, qui jouaient presque jamais de jeux solo avant, Genre qui sont allés Roblox. jusqu'au bout, Oh là là, quel bonheur. qui ont trouvé ça fabuleux, et c'est pour ça que je dis que le jeu ne pouvait pas être voué à l'échec. T'as un hook qui est ultra prenant, l'intro, le prologue, il est fabuleux. Il est fabuleux ce prologue, il te met full dans une histoire de laquelle tu ne peux pas décrocher, et quand il arrive après et qu'il t'introduit les mécaniques de gameplay, c'est tellement frais, c'est tellement facile à comprendre, c'est tellement cool que bah en fait, tu peux pas drop le jeu, enfin... Ouais. Ouais, non, le prologue, il est tellement même accessible émotionnellement. Je veux dire, il parle à tellement de monde. C'est vrai, il est accessible émotionnellement, absolument. Je veux dire, pareil, j'ai des potes qui ont chialé en regardant un let's play. C'est con à dire, mais ça n'arrive pas, normalement. Ça n'arrive pas souvent. Oh, la force de ce prologue, putain, la force de ce prologue. Oh. Moi, j'étais devant la scène, la fameuse scène, j'étais juste en... Autorisons-nous à spoiler le prologue. Ah, c'est les 20 premières minutes, enfin, c'est pas les 20 premières minutes, c'est peut-être, allez, la petite demi-heure de jeu. Bah, c'est le premier gommage, au final. C'est quoi le gommage? C'est, tous les ans, il y a une partie des gens qui vont disparaître, ils le savent depuis toujours, qui vont disparaître à une telle date. Et là, tu joues
Gustave et Maël, enfin tu joues Gustave, et tu rencontres une ex à toi, tu refais connaissance, tu sais qu'elle se fait gommer le soir même, et tu vas parler à tout le monde à Lumière. Lumière c'est la ville du coup. Tu vas parler à tout le monde à Lumière, et tu prends part à cette petite fête d'adieu. Ce pot de départ au final, qu'est ce gommage. Avec les petits fours et les chouquettes. Exactement, il y a un chamboule tout. Ah bah c'est la bonne France hein. Bah oui, c'est la bonne France, bien sûr. Et évidemment, la scène du gommage, elle est mémorable. Pour moi, Clair Obscur, c'était la petite pépite de l'E3, où j'étais en mode, évidemment que je vais acheter le jeu et essayer, tu vois. T'arrives dans le jeu est magnifique, tu te dis, oh putain, trop bien, et là j'ai compris. Là j'étais en mode, ok, c'est ça qu'on veut me faire vivre. Putain de merde. Une grosse claque, une énorme claque. Vraiment. Pour le coup, je fais partie de ces gens qui ont fondu en larmes, sans problème, dans le prologue. C'est tellement normal. J'ai vu une personne en l'occurrence, mais c'est un truc qui est partagé par certains, qui était en mode... j'ai eu du mal à être investi pour Gustave et tout, parce que bah vas-y, c'est son ex, il l'a pas vu depuis longtemps, on n'a pas appris à bien la connaître et tout machin. Et il y a un truc qui est très vrai, c'est que c'est pas juste son ex, c'est parce que c'est son ex que c'est dramatique, que c'est d'une tristesse absolue. Dans le sens où, pourquoi est-ce qu'ils se sont séparés? Parce que l'un voulait des enfants, pas l'autre. C'est à cause de ce gommage-là. Et le peu de temps où ils essayent de se revoir ensemble, de passer un petit moment en sachant que c'est fini, mais ils peuvent passer ce moment ensemble parce qu'ils savent que ça va être terminé. Ouais. Et c'est d'une tristesse. Ça brise le cœur, ça brise le cœur. Et c'est un jeu qui a pas besoin d'en faire des caisses pour qu'on comprenne à quel point c'est tragique. En fait, juste, tu parles aux gens, tu parles aux PNJ, tu vois toutes les réactions possibles face à ce bordel. Et qu'est-ce que c'est touchant, t'as les gens qui sont là, qui sont abattus. T'as les gens qui sont en mode on s'en fout de toute façon, ça sert à rien. Les gens qui sont déter, les gens qui baissent parce que oui, forcément qu'il y en a. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est d'une justesse. C'est un chef-d'œuvre ce prologue, sincèrement, c'est un chef-d'œuvre. Beaucoup de gens ont pu le voir, même en let's play et tout, donc ça vend le jeu, je trouve. 3/4 des gens qui ont été mettre une note absolue sur Metacritic, ils l'ont fait après le prologue, j'en suis convaincu. Tous les gens qui ont sucé le jeu de ouf, ils l'ont fait après le prologue. Et il y a une partie de moi qui est en mode, bon, vas-y quand même, les gars, vous forcez. Mais à la fois, je me dis, c'est cool, et puis surtout, le jeu ne fait qu'être meilleur par la suite, en fait, donc c'est pas grave. Oui, c'est vrai. Guillaume Broche, c'est aussi quelqu'un qui était plutôt dans la production, dans la com et tout à l'époque. Il sait aussi comment faire de la com, il sait comment faire en sorte qu'un jeu fasse parler de lui. Il a tout compris dans ce prologue, quoi. Ouais. Mais c'est pas que ça a aussi une importance scénaristique et dans le propos, tu vois. Mais c'est... Waouh, qu'est-ce que c'est intelligent, enfin merde. Non, c'est fabuleux. C'est tellement important, les premières heures d'un jeu, putain, c'est tellement important. C'est vraiment ce qui détermine tant de choses pour l'expérience de chaque joueur. T'as tellement de gens qui lancent des jeux comme ça au pif, et le fait de pouvoir choper tellement de gens par le col, ça change tout. C'est pour ça que c'est des gens qui sont pas aussi rentrés dans métaphore que nous, parce que le prologue est un peu plus poussif pour le coup, tu vois. Eh putain de merde, Costi. Oui. Parler de métaphore, ça m'a fait me rappeler ce que je voulais te dire dans la musique. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ah merde. Non, alors, je veux juste te poser une question de merde. C'est débile, ça mène à rien, c'est débile, d'accord? Attends, j'entends ton grand sourire de Golemont, là. Quel OST tu préfères entre Clair Obscur et Métaphore? Wow. Non mais... Oh putain, je l'ai tellement pas vu venir. Oh putain, le fil rouge de merde dans les podcasts. C'est toi qui me poses des questions de merde la dernière fois, maintenant c'est moi qui le fais. Dans tous les cas, c'est des énormes surprises et qui m'ont marqué dans la longueur, dans le temps, pardon. Enfin, les grandes OST de Métaphore, je les écoute toujours, elles me font toujours autant vibrer, elles me donnent toujours autant de frissons, elles me replongent tout autant dans les boss fights finaux géniaux. Je pense que jure le plus fort les OST d'Expédition 33. Je pense que si je veux faire écouter des OST, si je suis avec des amis en voiture et qu'on me fait « Oh non, Caustic, tu vas encore mettre tes musiques de jeux vidéo », je pense que je pourrais mettre les OST d'Expédition 33 sans trop me faire engueuler, mais je pense que ce que m'ont fait vivre Fantasy Life Zone, enfin tout le boss fight de Louis, je pense que ça sera rarement aussi fort. Donc j'ai envie de dire les OST de Métaphore pour ça. Bah je suis d'accord, il y aura pas plus à délibérer, je suis d'accord. Ouais, t'es d'accord pour ça? Je pourrais jamais me remettre du trio d'OST final, je pourrais jamais me remettre du drop de l'Academia, de tout ce que ça représente pour ce jeu grandiose qui est Métaphore et Fantasio, voilà. Et peut-être que si l'équilibrage était au point sur les boss d'Expédition 33, j'aurais un discours différent, mais c'est pas le cas. Oui. Bref voilà, je voulais juste te dire ça. Non, j'ai beaucoup aimé. Très bien. J'ai beaucoup aimé. Mais bref, ouais, un hook très fort, un prologue très fort où on s'attache très fort au personnage, on comprend tout de suite tous les enjeux en fait. Ouais, et on sous-estime le nombre de gens qui lancent les jeux 1 heure en rentrant du boulot comme ça. Et je pense que il y a des gens qui sont fait surprendre. Je pense qu'il y a des gens qui étaient pas prêts. J'en connais personnellement, qui ont réussi à se faire accrocher dans le truc et qui se sont vus surprendre en effet, à se dire putain mais je joue autant à un jeu vidéo. Bah ça fait plaisir, putain de merde.
Et je pense que l'aspect français du jeu joue aussi pour nous. Honnêtement, je pense que c'est un des aspects qui a beaucoup aidé, qui nous a beaucoup aidé à rentrer dans le jeu. Aussi un des aspects qui a beaucoup aidé au jeu à se vendre à l'étranger. Les gens aiment la culture française, les gens romancent la culture française. Je peux en attester, je vis depuis 8-9 mois en Angleterre. Les gens bandent sur la France, tout le monde part à Paris. Ça, c'est une dinguerie, tout le monde part à Paris. Mais quand je vous dis tout le monde part à Paris, c'est que tous les gens à qui je dis je suis français, ils disent « Oh, je suis allé à Paris le mois dernier. Oh, je vais à Paris cet été. Oh, je vais faire la fête de la musique à Paris. » Enfin, des trucs, des phrases lunaires. Des phrases lunaires, ouais. Et bah, le fait que ça se passe à Paris, même j'ai vu des reels Insta de gens qui sont en mode « Je vais à Paris parce que j'ai adoré Expédition 33. » Et tu vois le reel, les gens ils sont sous la tour Eiffel avec les OST. Oui, en fait, oui. Bah oui, absolument. En fait, moi, ça me faisait un peu chier cette com-là au début avec les bérets et tout machin. Je me suis dit, bon, vous forcez un peu, mais en fait, vas-y, non, ils ont juste raison. Et je trouve ça pas lourd. L'aspect français joue beaucoup, vraiment. L'occasion pour parler de la VF, je pense. Ah oui. Vraiment, mais délicieuse. Et c'est con, mais juste, tu sais, ils reprennent ce truc de à chaque fois qu'un perso joue dans son tour, il lance la même réplique en boucle, tu sais. Ouais. Et entendre ça en VF, je trouve ça trop marrant, quoi. Oui, c'est vrai, non, oui, carrément. J'en ai pas trouvé de mauvaises. Non, ouais, elles sont toutes excellentes. Maël, évidemment, Maël en tout premier. Gros big up à Esquier Monoko. Esquier qui est doublé par la même personne aussi en anglais, je crois. Oui, c'est ça. Et ça, c'est dingue. Exactement. J'avais lancé le jeu en VO au début, parce que c'est Charlie Cox qui fait Gustave. Et Charlie Cox, il fonctionne énormément à l'écran, parce que c'est quelqu'un de... Enfin, surtout sur Daredevil, il est calme, il est posé, mais c'est surtout à l'image, quoi. Quand tu vois sa bouche, quand tu vois son expression faciale. Mais du coup, ça marche beaucoup moins en modèle 3D. Mais quel bordel quand même, Gustave. Enfin, le boug a été modélisé à partir de Robert Pattinson, ils l'ont dit, hein. Surprise. Il est motion capturé par le voice actor de Esquier. Et il est doublé en anglais par Charlie Cox. Choisissez. Vraiment, c'est un micmac. Ouais, mais la VO, moi, c'est juste Ben Starr et Andy Serkis qui me donnaient vraiment envie de la faire. Ben Starr est fabuleux, putain. C'est Renoir, c'est ça? Non, c'est Verso. Ah, pardon. C'est celui qui faisait Clive dans FF16. Oh! Le même, oui, qui est fabuleux, il est trop fort ce mec. Et si je refais le jeu à l'occasion, je serais ravi de le faire en VO parce que je pense qu'elle est fabuleuse aussi. Ouais. Mais quel bonheur, je joue très peu en VF. Vraiment, je joue très peu en VF. Pareil, ouais. Et là, ça m'a fait plaisir, quoi, de jouer avec une bonne VF, bien française, bien de chez nous, où les acteurs se sont éclatés. Elle l'a dit, l'actrice de Maël, qui est très connue, je sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle, mais elle s'est éclatée. J'ai oublié aussi. Ouais, elle avait dit que c'était son rôle le plus important devant Zelda, ouais, devant... Voilà, devant Ellie, devant Zelda, que vraiment ce jeu était hyper important pour elle. Ça fait tellement plaisir, parce que ça se ressent à la performance, quoi. Ça m'a fait du bien de jouer une bonne VF, ouais. Moi, j'aimerais bien te demander ce que tu penses de l'équipe de personnages. Sincèrement, j'adore que les personnages soient, par rapport au lore, si différents. Le fait que tous les persos soient si différents. Verso, c'est un perso qui a un vécu complètement différent par rapport aux autres personnages. Maël, elle a 16 ans, elle est hyper attachée à Gustave. Elle vient avec une philosophie complètement différente de, par exemple, Lune. Pareil, Ciel, complètement différent. Monoko, rien à voir. C'est un gestral. C'est un gestral, quoi. C'est un gestral, c'est tout. Pourquoi tu veux nous rejoindre? Bah, il y aura de la baston. Allez. Et le fait d'avoir des persos si différents et si humains en même temps, moi, ça m'a fait vraiment apprécier l'univers et ça a beaucoup joué dans mon appréciation de l'histoire. Et toi? Je suis d'accord avec toi de ouf, hein, vraiment. Je les adore, vraiment, je les adore. J'adore Gustave, c'est un perso de ouf. Vraiment, il me parle, il m'inspire. Fantastique, Gustave. J'adore Lune, j'adore Ciel. Mais j'ai un peu plus de mal avec Maël, mais c'est quand même un très bon perso. J'adore Verso, voilà. J'adore Verso, j'insiste. J'insiste beaucoup là-dessus, on en parlera dans la partie spoil, mais j'adore Verso. Non, c'est brillantissime, une écriture brillante. Ouais, il est exceptionnel Verso. Il m'a pris par surprise. Oh là là. J'adore la team, vraiment, comme tu l'as dit, absolument tous des vécus différents, des personnalités différentes et tout, des implications dans l'histoire différentes et tout. J'ai juste un petit regret. Dis-moi. Que je vais expliquer sans spoil. Le jeu avec son système d'actes, il permet de faire parler de choses pour qu'on se comprenne sans spoiler. Genre tu fais un tweet en disant « Ouah, la fin de l'acte 1 », tout le monde va comprendre. Ouais, c'est vrai. Sans que ça spoil, et là c'est ce que je vais utiliser, je trouve ça très astucieux de la part du studio, tu vois. Je trouve qu'à partir de l'acte 2, milieu acte 2, acte 3, tu vois, on s'éloigne beaucoup des persos de base. Oui, je suis d'accord. Qu'on a depuis le début, pour qu'on se focus presque exclusivement sur Verso et Maël. C'est justifié dans le lore à la perfection, vraiment, c'est logique que ça se fasse. Ça sert à propos que ça se fasse aussi, c'est très bien. Mais je trouve ça un peu dommage. Je comprends, mais ce que je regrette surtout, c'est que les persos aient si peu d'interactions entre eux. Ils interagissent avec Verso, voilà, ils interagissent avec Maël, mais putain, il y a une discussion dans le camp entre Lune et Ciel, et Monoko n'a jamais adressé la parole à quelqu'un d'autre que Verso. C'est vrai.
Ouais. C'est vrai. Et peut-être qu'ils se parlent, tu sais, quand t'arrives dans les niveaux, t'as des petites lignes de dialogue, peut-être à ce moment-là. Très vite fait, Mais vraiment vite fait. Et je trouve ça hyper important d'avoir une dynamique de groupe dans un RPG comme ça, et C'est vrai qu'il manque ça. C'est vrai que tout tourne autour de Maël et Verso. il y a ce truc que j'aime pas dans les personnages modernes et tout, c'est que tout tourne autour du prota, et ils interagissent pas beaucoup entre eux, et c'est dommage, voilà, c'est dommage je trouve. Moi, personnellement, j'ai pas eu le temps de voir tellement on t'en fout plein la gueule sur Maël et Verso, Oui. justement. Mais maintenant, avec du recul, oui, c'est vrai que ça tourne autour d'eux, exclusivement, quoi. Alors que la discussion qu'on a entre Lune et Ciel au camp, elle est géniale, hein. Elle Ouais. est vraiment géniale. Ouais, non, mais carrément. Et ça pourrait présager plus, quoi. C'est regrettable. On l'a dit vite fait, mais le rythme est parfaitement maîtrisé de l'histoire. Ah oui. Il y a du gameplay quand il faut, il y a de la cinématique quand il faut. Des fois, tu te la prends dans la gueule d'un coup d'un seul, 4 tiers, bam, écran noir et blanc. Ouais. En parlant cinématique, la mise en scène est top. Ouais. Vraiment, les plans de caméra, le 4 tiers quand c'est utilisé et tout, c'est fabuleux. Ouais, j'ai trouvé ça particulièrement cinématographique. Oui, bah absolument, absolument. Mais y a pas un projet d'ailleurs de. De film, si. Oui, si. Puis il y a tellement de choses qui aident à la narration, il y a tellement de choses qui jouent. Pour moi, c'est ça, s'il y a une chose que je veux retenir de ce jeu, c'est ce que ça raconte, comment ça le raconte, et l'identité que le jeu s'est créé, quoi. Puis on va y aller, hein, écoute. Bah, faut qu'on y aille. Spoilons donc. Spoilons donc. Ah, putain de merde. Quel dilemme de fils de pute. Quel dilemme de fils de pute. Oh là 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 là. Eh, je me suis posé toute la journée parce que je me suis dit on fait le podcast ce soir, j'arrive pas à répondre. Mais non, mais J'arrive le jeu pas à ne répondre. veut pas que tu... Le jeu ne veut pas que tu répondes. Il le dit, c'est Sandfall, même là-bas, ils débattent. Il y a tellement pas de gentil, pas de méchant. Oh là 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 là. Enfin si, en vrai j'ai un avis. Moi, j'avais un avis. J'avais un avis. Mais putain, plus le temps passe... Est-ce que tu veux qu'on se donne nos avis et qu'on rentre là-dedans? Oui. Allez, vas-y. T'es team Maël ou team Verso? Vas-y. Alors, écoute, Est-ce que je peux dire une prédiction? vas-y. Je pense que t'es team Verso. J'étais Team Verso. Ok. J'étais Team Verso. Dans le sens où je trouve que la fin de Maël n'apporte rien. Ok. C'est un bonheur factice. Tout le monde est content. Ciel retrouve son mari, Gustave retrouve Sophie. Et c'est du grand n'importe quoi. Verso est triste. Ça me déchire le cœur. La façon dont il est sur son piano, où il a pas envie, où il a une mine, mais terriblement triste, quoi. C'est un bonheur factice et Persona, plein de jeux nous ont appris que une vie sans problème, une vie où il n'y a aucune épreuve à affronter, une vie où on a tout ce qu'on veut, c'est pas une vie et c'est n'importe quoi. Ça mène à rien et personne n'est heureux comme ça. Et donc la fin de Verso, quant à elle, elle est triste, profondément triste, mais c'est comme ça que le cours naturel des choses doit être affronté, j'ai envie de te dire. Ouais. Voilà. Je l'ai pas vu, je l'ai lu. Enfin, j'ai lu quoi ça parlait, mais je l'ai pas vu. Il se passe quoi exactement? Dans la fin de Verso? Ouais. Donc tu es Team Maël. Oui. Ok. Dans la fin de Verso, globalement, juste, ils se retrouvent tous devant la tombe de Verso. Tous les gens hors de la toile ou dans la toile? La famille de Cendre. Ok, oui. Avant ça, il y a Verso qui dit à son âme dans le tableau, là, le petit garçon, qu'il est libre, quoi. Ouais. Et il l'emmène, il part et tout machin. Donc tout le monde se retrouve dans la tombe de Verso, qui est mort un 33 décembre, voilà, c'est plutôt rigolo. Personne dit un mot, c'est triste. Maël a une peluche d'esquier qu'elle met sur sa tombe et tout. Oh, putain, qu'est-ce que j'aurais chialé aussi. Ah ouais, tu vois en filigrane tous les personnages qui disent au revoir et tout, genre Esquier, Lune et tout machin, qui disent un au revoir et qui s'effacent petit à petit en arrière-plan, tu vois. Et personne parle, Cléa se barre avant, déterre comme elle est, où tu comprends jamais rien à ce qu'elle pense. C'est vraiment cette meuf. Ouais, Renoir est en train d'enlacer Aline rapidement et tout machin, mais elle a pas l'air heureuse, quoi, hein. Enfin Alicia. Et ça s'arrête comme ça, globalement, l'enterrement de Verso, quoi. Ok. Et c'est triste. C'est dramatiquement triste. C'est un génocide. Ouais. C'est littéralement un génocide. Évidemment que Lune, Ciel, Esquier ou comme machin ne dirait pas au revoir comme ça sans problème à Alicia. Ouais. C'est atroce. Et sachant ce que veut raconter le jeu, parce que le jeu parle de deuil, oui, certes, mais il parle surtout du rapport qu'a l'artiste avec son œuvre. Ouais. Sachant ça, je vois pas en quoi est-ce que c'est mal de continuer à trouver du réconfort dans son tableau. Merci. Je pense que la fin de Maël est plus souhaitable et que c'est là où le jeu veut nous emmener, même si il y a des trucs qui continuent à me gêner profondément dans la fin de Maël. Moi je dirais je suis 70% Maël. Parce que le bonheur est-il vraiment factice? C'est-à-dire que c'est un univers qui existe pas entre guillemets. Mais ils sont réels, tous les 2 premiers actes du jeu sont là pour te dire qu'ils sont réels, tu vois, que c'est des humains qui vivent des peines comme les humains. Mais exactement, le jeu a passé son temps à te raconter l'histoire de 100 ans, enfin pas 100 ans d'histoire, mais tellement d'expéditions, d'espoir, de lore,
En fait, la peinture existe déjà tellement en elle-même. Pour moi, il est pas factice. Pour moi, il vaut la peine d'être vécu. Pour moi, c'est hyper égoïste de la part de Verso de vouloir génocider tout le monde pour lui-même. En fait, si la fin de Maël c'était juste, ils sont là, ils sont tous là, mais le statu quo reste le même dans le sens où le mari de Ciel n'est pas là, Gustave n'est pas revenu, tu vois ce que je veux dire? Et ils vont juste continuer à vivre avec leurs problèmes, où est-ce qu'ils en sont, tu vois. Mais à la fois, ça aurait pas été possible parce que Maël est là, elle peut le faire, évidemment qu'elle va le faire. Ça n'a aucun intérêt de pas le faire juste pour qu'ils vivent comme les humains, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas possible. Mais il y a la notion de cycle qui a été évoquée, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire que là, l'histoire risque de se répéter dans... Bah l'histoire va se répéter, bien sûr, à la fin de Maël, l'histoire va se répéter, quoi. Ça va mener à de la merde. Aline va retomber dans le tableau, quoi. Et à la fois, oui, d'accord, Verso est égoïste et tout, et je comprends. Mais, pauvre gars, putain, laissez-le partir en paix. Ce mec n'en peut plus, quoi. Mais il est triste, il veut juste mourir. Mais à la fin, on vient aussi de lui résoudre son problème de... Il enterre tous ses amis. Il est pote avec une peintresse, enfin sa sœur c'est une peintresse. Ouais, mais il veut pas faire non plus de mal à sa mère, à sa famille et tout, enfin... Tout ce qu'il dit c'est vraiment vivez sans moi. Laissez-moi partir, vivez sans moi, soyez forts, ne vous complaisez pas, ne fuyez pas la réalité, enfin... Alors le dilemme il est malicieux. Mais c'est magnifique, vraiment ça me hante, c'est magnifique. Je suis surfan. Non, la scène finale, les explosions de couleurs, la symbolique, c'est brillant. Mais ouais, mais tu vois, à la fois, je pense même pas que le jeu te demande d'en choisir un. Enfin, oui, t'en as un, c'est normal, mais je pense que le propos du jeu, c'est pas que t'en choisisses un. Si tu comprennes c'est quoi le pour et le contre, que tu comprennes et que tu t'en sortes que l'art c'est fort, que ça peut t'aider à sortir de... Enfin, que c'est complexe à la fois, comme... Enfin, non. Parce que arriver à une conclusion là-dessus, ça voudrait dire choisir une des fins, tu vois. Enfin, c'est dur. Yo, c'est le revive du montage 2 mois après. Désolé pour le son, je suis chez mes parents et plus chez moi, donc c'est un peu compliqué. Mais en 2 mois, forcément, j'ai un peu gambergé. Je pense que voilà, comme j'ai pu le dire, le jeu propose une réflexion sur le rapport de l'artiste, du peintre à sa toile, ou de n'importe quel artiste avec n'importe quelle œuvre en réalité. D'à quel point est-ce qu'elle peut être un échappatoire, et d'ailleurs dans le jeu c'est représenté littéralement avec les toiles qui existent littéralement et qui sont littéralement des échappatoires. Et le jeu apporte un peu des réflexions critiques là-dessus, sur est-ce que c'est bien ou pas d'à ce point s'enfermer dans son œuvre, est-ce que c'est une question juste de proportion, à quel point nos œuvres peuvent nous aider sans qu'on en soit prisonnier, ce genre de truc. En tout cas moi comment j'interprète la chose, c'est pas que le jeu nous dit de choisir une des deux fins en mode oui, il faut s'abandonner à fond dans ses œuvres, il faut vraiment se plonger dedans pour fuir la réalité, comme nous le montre la fin de Maël, ou alors non, il faut pas du tout toucher à l'art, faut enterrer nos tableaux et affronter la réalité de manière dure, crûment quoi. Vous le voyez bien avec la manière dont je raconte les choses, c'est deux extrêmes absolument pas désirables en fait. Donc est-ce que le jeu nous invite en fait à trouver un juste milieu, ou alors est-ce qu'il est pas juste là pour nous faire nous questionner sur ce fameux rapport de l'artiste à sa toile, sans forcément nous dire de choisir l'un ou l'autre, mais juste en nous faisant dire que oui quand même, l'art c'est fort, oui ça a un pouvoir, et ce, en l'imageant de manière hyper claire, en utilisant tous les procédés qui pourraient nous faire ressentir au mieux ce que peut ressentir en fait l'artiste. Ça passe par tout ce truc de, en fait, les personnages qu'on nous montre depuis le début, on nous les présente bien comme réels, etc. Et après, c'est à nous de faire notre tambouille, en fait. Et moi, de mon côté, juste ce que j'en ressors, c'est que, ouais, l'art, ça a un pouvoir. Ça a un grand pouvoir. Et je trouve ça aussi intéressant que le jeu aborde un peu cette emprise que peut avoir notre art sur nous. Voilà, en gros, pour moi, sortons du truc de est-ce qu'il faut surmonter le deuil d'une telle ou telle manière. Je pense pas que c'est ce que le jeu veut nous faire comprendre. Ça reste un jeu qui parle d'art, avant tout, et qui, à mon humble avis, le fait très bien. Voilà. Le fait d'utiliser cette thématique du deuil au cours de deux fins totalement opposées, que chaque personne choisira en fonction de son vécu, parce que oui, tout le monde sait ce que c'est que le deuil, ça permet en fait de créer une approche accessible pour que des débats se fassent, et que ces débats finissent par tourner vers une réflexion sur l'art, en fait. Et je trouve ça trop cool. Voilà, je vous laisse à nouveau avec le revive et le costi de mai 2025. Mais le jeu est tellement généreux là-dessus, c'est-à-dire qu'ils auraient pu faire l'histoire de juste des gens qui seront gommés tous les ans, et c'est tellement pas ça. C'est tellement pas ça l'histoire. Il y a un effet de dézoom, en fait, quand t'arrives à la fin de l'acte 2, qui est, mais, fabuleux, putain, c'est pour ça que le fait de faire mourir Gustave, mais quelle idée exceptionnelle. Mais oui. C'est-à-dire que t'as tellement une relecture, c'est comme quand on parle de la taille de temps ou quoi. La scène de la plage, elle tape différemment, la mort de Gustave, elle tape différemment. C'est génial, c'est génial. Le reveal est mémorable, la sensation du reveal est mémorable. Et en plus, ça te reveal, mais t'es quand même dans le flou, il y a tellement de pièces qui te manquent, et tout est donné de manière hyper bien dosée, quoi. J'ai eu du mal,
parfois à tout comprendre quand même. Oui, moi aussi, honnêtement. Je trouve que le twist est fort, mais un peu confus quand même. Mais je trouve que c'est bien. Oui, oui, c'est sûr, mais tu vois, genre, arrivé à la fin du jeu, presque, j'étais encore en train de me dire, mais c'est pourquoi il y a un faux Renoir et pourquoi... Bref. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu te trouves comme dans une histoire où il y a le même personnage plusieurs fois. Voilà, et qu'il y a des ambitions inverses totales, hein. Le faux Renoir, il veut protéger la peintresse, tu vois. Oui. Et il faut que tu aies la gymnastique mentale de dire, oui, mais d'accord, c'est le Renoir créé par Aline pour recréer sa famille idéale dans le truc et tout machin. C'est difficile quand même. Ouais, t'as Aline, t'as Alicia dans le tableau, t'as Alicia pas dans le tableau, enfin bref. Ouais, je comprends toujours pas le personnage de Cléa non plus. Cléa, elle veut régler les écrivains. Elle est fâchée contre les écrivains. C'est ça son truc. Parce que c'est à cause des écrivains qu'il y a eu l'incendie. Oui, ça oui, en effet. Mais elle repeint des actions à la place, elle repeint des gens dans le tableau, elle a le pouvoir de repeindre par-dessus. C'est elle qui peint les névrons, je crois. Enfin, Ouais, c'est elle qui a peint les névrons. pas mal de choses que j'ai pas forcément saisies. Je sais plus si elle le fait de sa propre volonté, qu'elle peint les névrons, qu'elle peint les névrons ou pas. Il y a un délire de oui ou non, enfin c'est complexe. Mais tu vois que les inspirations là-dessus, elles sont très Nier, Drakengard, Xenoblade. En mode c'est complexe, il faut que tu creuses. Mais je trouve que c'est le bon entre-deux, c'est-à-dire que quand j'ai fait Elden Ring, j'étais frustré de pas avoir relevé tant de choses, pas avoir réussi à suivre tant de choses. C'est le bon entre-deux entre une histoire en ligne droite et un truc avec des bouts que t'assembles. Et je trouve que là, on arrive à comprendre beaucoup de choses en restant dans le flou sur plein de choses. Et la commu continue de découvrir des trucs, quoi. Je pense qu'on va avoir des belles vidéos de gens très chauds. Absolument, j'ai hâte de voir ça. En fait, ce qui est fort, c'est que oui, tu comprends les implications de chaque truc. En fait, tu comprends les persos, tu comprends leur motivation globalement, tu comprends ce que ça implique, tu vois. Et t'es attaché émotionnellement à eux, donc ça suffit pour suivre le truc. C'est ça, t'as les enjeux, pas les détails. C'est ça, c'est un peu comme Yakuza au final. Je veux dire, des fois tu captes pas tous les détails de la guerre qui se trame en fond et t'en as un peu rien à foutre, tu vois. C'est ça. Là, c'est pas ça, c'est pas que t'en as rien à foutre, mais je veux dire, dans Yakuza, t'es drivé par les personnages et ce qu'ils en ressortent, par leur développement, et il y a un peu de ça aussi. On parlera sûrement en conclusion de ces trucs de suite et tout, mais les écrivains, c'est bizarre quand même. Enfin, c'est lâché là, comme ça. Bah, en fait, c'est le seul truc qui me dirait, c'est peut-être pas fini, quoi. Ou alors, on a manqué vraiment beaucoup de choses. Enfin, t'aurais pu juste ne pas justifier qu'il y ait eu un incendie comme ça, mais non, il fallait justifier que c'était par un clan adverse et tout machin. Moi, je vois pas ce que ça peut être si c'est quelque chose qui peut mener à autre chose, parce que là, ça n'a pas de propos, ça. Après, c'est clair-obscur 2 points, hein. Bah oui, ça va être une licence, j'en suis certain. C'est clair-obscur 2 points, le jeu a cartonné. Après, ça pourrait être une licence à la Final Fantasy où les opus sont pas reliés du tout, tu vois. Qui serait vraiment pas nul non plus. Pas nul non plus. Est-ce qu'une suite sera pas moins efficace dans le sens où on sait que ça se passe dans une toile, machin, on sait tout ça. Il y aura moins la claque, il y aura moins cette narration brillante, je pense, là, il va falloir pousser très loin. Faudra faire autre chose, sinon. Mais ouais, c'est frustrant s'il reste le truc des écrivains, c'est bizarre, quoi. Ou alors on fait le jeu dans l'autre sens. Au lieu d'atterrir, de découvrir le jeu par le tableau et découvrir ensuite ce qui se passe en dehors, tu commences par la vraie vie et tu rentres dans le bouquin des écrivains. Oui, oui, c'est hyper stimulant et ça fait flippant de s'imaginer ce que va être la suite, quoi. Alors, je pense qu'ils sont pareils. Bah, Guillaume Roche dit qu'ils savent pas trop où est-ce qu'ils en sont actuellement et tout. Moi, je pense que c'est un gros mytho. Ouais. Je pense qu'ils savent. Je pense que ceux qui savent savent. Voilà, je pense que ceux qui savent de ouf et qui savent très bien là-bas. Et ouais, très très curieux de voir ce que sera la suite à ça, parce que fin qui a un propos qui se tient, mais fin ouverte sur plein d'éléments quand même. Ça veut aussi dire faire une suite de choisir une des deux fins, et ça je pense que c'est pas ce que veut faire le jeu. C'est vrai, bah sinon le passé, hein. Oui, le passé peut-être, pourquoi pas. Enfin ouais, plot twist fabuleux, fin fabuleuse, des zooms exceptionnels. Ouais. C'est un jeu qui arrive à pas se casser la gueule sur sa fin, alors qu'il est tellement fort tout le temps, et la fin te remet un nouveau coup, quoi. Ça s'arrête jamais. La fin de chaque acte, c'est waouh. Il y a tellement de couches. De calque, c'est ça, de calque, ouais. Et putain, on atteint un niveau d'intensité dramatique à la fin, le niveau final, mais pitié. Waouh. La mise en scène, les gens qui se battent et tout, ça explose de partout. Ouais, t'as 8 pistes différentes, t'as 8 pistes d'OST différentes à la fin. C'est fantastique. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi ambitieux, du début à la fin. J'étais en mode, ah ouais, je pensais pas que ça allait être aussi fort, mais je me suis dit ça à chaque acte, du prologue à toute fin. C'est ce que j'ai vécu en septembre sur Métaphore. Sur le reveal de Métaphore, mais ça à chaque acte. Bah, d'ailleurs, Guillaume Broche a dit qu'il avait pas eu le temps de jouer à Métaphore. Je peux comprendre, le pauvre. Voilà. Mais bon, Maël. Ouais. Tu nous as fait une fusion Métaphore, madame. Oui, carrément. Absolument. Non mais... Absolument. Tu nous as littéralement fait une fusion Métaphore. Plot twist cheveux blancs. Voilà. C'est très gentil de mettre des coupes pour qu'on puisse remettre les anciens cheveux pour pas spoiler. Oui. Métaphore faisait pas ça. D'ailleurs, je l'ai fait dans mes records. Ok, bah c'est cool. En fait, je suis quelqu'un d'autre depuis le début et j'ai les cheveux blancs. Ouais, j'avoue. Ouais, mais c'est littéralement ça, C'est très très drôle. Et ouais, plein de petits trucs partout dans le scénario qui montrent à quel point c'est maîtrisé. Un truc tout con, c'est beaucoup moins important ce que je vais dire, mais ce truc, c'est au moment où Verso arrive dans l'histoire que le contre-gradient est introduit. Et c'est introduit en te disant, ok, je vais vous montrer
je connais des techniques, tu vois. Ouais. Et ça fait sens parce que le book, ça fait 50 ans, ils cherchent à battre la peintresse, tu vois. Ouais. Et c'est quand il nous rejoint qu'il y a des nouvelles mécaniques qui se débloquent. Non, c'est super. Franchement, à chaque fois, tout est trop bien introduit. C'est pour ça que j'ai hésité à le dire vraiment au début quand tu m'as dit le point positif que tu retiens. Ça aurait été la solution de cité, mais c'est vrai, c'est ce côté, cette cohérence entre tout, quoi. Rien n'est au hasard et ça fait toujours autant plaisir. Par contre, faudra qu'on dise qu'on spoil aussi métaphore. Faudra qu'on dise qu'on spoil aussi métaphore. Putain, merde. En fait, il faut suivre tous les épisodes, faut jouer à tous les jeux dont on parle. Voilà, c'est ça, t'es obligé. Dans le prochain, on va parler de Clair-Obscur. Bah ouais. C'est un jeu qui va marquer, hein. Cette histoire va marquer les gens au fer rouge sans aucun souci. Hein. Qui s'y attendait en vrai? Bah ouais. Qui s'attendait à se prendre une aussi grosse gifle, à retenir autant Clair-Obscur, quoi. Est-ce qu'on conclurait pas? Est-ce qu'on conclut carrément? Carrément qu'on conclut. Bon, on va conclure. D'ailleurs, j'ai une question. Petite question qui vient de me venir là. Encore une question de merde, de con. Allez, vas-y. Gotti ou pas Gotti? Ah, on va en parler, et ça va ouvrir la conclusion. Ok. Voilà. Écoute, ouais, faut qu'on en parle un peu. Je vais ouvrir un peu la conclusion, c'est vrai que c'est important parce que malgré tout, tu vois, on a beau avoir saucé le jeu et tout, et c'est légitime, normal. Ouais, Assassin's Creed Shadow quand même, putain. Ouais, on va pas. C'est bien, parce que ça va nous permettre de parler de l'industrie pour la conclusion, tu vois. Oh oui, absolument. Je disais au début que Clair-Obscur, c'est un jeu qui est important pour l'industrie, et j'ai énormément de choses à dire là-dessus, il faut qu'on en parle, en fait, vraiment. Vas-y. Alors, tu m'as dit la question de merde, et je suis d'accord, on va y répondre, c'est très drôle, hein. Mais sortons de ce truc, ça se voit que les réals en ont marre à chaque fois. De putain, ça va être le GOTY ou pas? Genre, j'ai l'impression qu'actuellement dans le jeu vidéo, on peut plus juste accepter un jeu sans faire une vidéo. GOTY ou déception, tu vois. C'est tellement vrai, putain, c'est tellement vrai. J'en peux plus arrêter de juger les jeux par le simple prisme de est-ce que l'autre con de vendu de Geoff Keighley va l'élire comme jeu de l'année ou non, tu vois. Pitié, il y a plus de nuances quand même. Le Clair-Obscur vous l'apprend qu'il y a plus de nuances. Oui, vraiment. Je vais pas dire que les gens font trop avec Clair-Obscur, je suis pas d'accord, absolument pas d'accord du tout. Mais juste voilà, sortons de ce truc de GOTY ou pas dès le début. Moi pour l'instant c'est le mien, voilà. Et en effet ce serait un super message à l'industrie qu'il le soit. Oui. C'est un jeu qui envoie un message fort à l'industrie, voilà. Qui envoie un message de, il y a peut-être une troisième voie que de faire soit des jeux indés qui vont se noyer dans la mare de Steam et où tu vas finir à manger des pâtes toute ta vie. Ouais. Ou alors finir à cruncher dans un studio AAA de merde qui sort des conneries, tu vois. Il y a une troisième voie qui est de... Et si ces studios AAA, ils éclateraient pas pour faire plein de Sandfall, partout à droite à gauche, des studios à 20-30 personnes, motivés par la passion. Alors c'est un peu idéaliste parce que ça reste un miracle, Clair-Obscur. Tous les éditeurs ne sont pas Kepler. Oui. Tous les réalisateurs ne sont pas des cerveaux comme Guillaume Broche qui savent parfaitement ce qui fait qu'un jeu va pouvoir se vendre, tu vois. Mais il y a une troisième voie que ce jeu peut ouvrir. Et ça fait du bien, en fait, de voir surtout qu'un jeu marche autant. Voir qu'un jeu aussi, on en parlait au début, mais aussi niche, autant fait avec passion et tout, marche autant, quoi. Ouais, mais je pense que c'est aussi une voie qui a besoin que les deux autres voies existent. Bien sûr. C'est-à-dire que il faut des jeux chers et solides, pas brillants mais solides qui sortent tout le temps pour avoir des trucs qui se démarquent comme ça. Sinon, s'il y a que les Sandfall qui se démarquent, bah rien ne se démarque, bien sûr, évidemment. Mais à la fois, j'ai envie de te dire, la plupart des jeux que nous on aime, on est un peu sur cette troisième voie, on est un peu sur des AA++, tu vois. Enfin, les jeux comme Métaphore, Yakuza, tout ça, c'est pas des AAA à la Rockstar avec des milliards, tu vois ce que je veux dire. Mais oui, on est carrément là-dedans par contre. J'ai juste peur d'une chose quand même, c'est que j'aimerais bien que ça se passe, mais j'ai peur que les gens oublient trop vite Clair-Obscur en fait. Dans le sens où tu vois, le jeu est sorti il y a 3 semaines. Ouais. Allez, presque un mois plutôt maintenant. Un mois, ouais. Et les gens il y a 3 semaines étaient en mode on a besoin de plus de jeux comme ça et tout. C'est bien, c'est pas un jeu qui met tout dans les graphismes. C'est couillu, ça marche quand même, prenez-en de la graine et tout, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et 2 semaines après, on vient me dire non, Revive, tu comprends pas, c'est important que le matelas il se plie dans GTA 6. C'est vrai, putain. Et ça m'emmerde, tu vois ce que je veux dire. Mais est-ce que c'est les mêmes personnes? Ben, il y a une tendance, je trouve quand même. Je sais pas si c'est les mêmes personnes, mais il y a quand même beaucoup de gens qui défendent ce que font Rockstar sur GTA 6, et moi ça m'emmerde. En fait, je pense que ce que les remarques des gens sur GTA 6 serait arrivé avec ou sans Clair-Obscur, donc on prend le fait que Clair-Obscur vienne mettre le dos là-dessus. Parce que dans tous les cas, GTA 6 c'est une catastrophe pour l'industrie. Oui, je suis d'accord. Le jeu sera génial, on va adorer le jeu, on va tous l'acheter, on va tous absolument, jouer. absolument. Évidemment, on en parlera, j'espère. Mais il y a trop de problèmes, genre le screen de la bouteille de bière, elle me rend malade. Ah ouais, c'est réel. La seule manière de limiter les dégâts, ça serait que Take-Two prenne la décision de vendre le jeu à 80 balles. Mais ça n'empêchera pas que même pour le reste, ça serait une catastrophe. Ouais. C'est-à-dire qu'après GTA 5, on a quand même eu déjà des CD Projekt qui font des choses similaires et tout. Trop de jeux qui sortent crunchés, buggés.
Ah, on n'a pas besoin de ça. Bon alors Gotti ou pas? Moi j'aimerais beaucoup, évidemment, j'aimerais beaucoup. Y'a quoi qui tape là? Et quoi qui tape? Death Stranding? Death Stranding Ouais, ça va se taper avec Death Stranding. Split Fiction. Oui, Split Fiction sera nominé aussi, bien sûr. Ouais. 100%. Je pense pas que Mario Kart sera nominé. Enfin, nominé peut-être. Ouais, jeu familial parce que Nintendo ont aucun respect au Game Awards comme d'habitude. Ouais. Et puis peut-être que Monster Hunter pourrait l'être, je sais pas. Ça m'étonnerait. Ouais, mais... peut-être sur certains trucs, hein, parce que c'est quand même. Jouer à Monster Hunter, hein, évidemment. Oui, c'était fabuleux Monster Hunter Rise, bien sûr. Ouais, enfin voilà, en tout cas, on verra. Je leur souhaite tout le bonheur à Sandfall. Vraiment, ils ont livré un. Voilà, j'ai du mal encore une fois avec ce terme et tout machin, mais c'est un jeu important et je pense qu'on frôle le chef-d'œuvre. Oh là là. Sur beaucoup de points. Enfin. Julien. Ouais, je retombe au travail, mais c'est quand même rare que je le dise. C'est quand même très rare que je le dise. Quoi? Il me fait rire. C'est pas faux. Non, c'est pas faux. Voilà. C'est un jeu qui a un propos fort, qui a une âme fabuleuse, un jeu qui est cassé sur certains aspects. Mais c'est la marque des grands jeux, j'ai envie de te dire. Un jeu qui a des couilles, qui arrive à un moment opportun, qui marque des gens au fer rouge en fait. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut parler de chef-d'œuvre. Je suis d'accord. Je pense que ce jeu a laissé un souvenir impérissable à beaucoup de gens qui ne s'y attendaient pas. Ouais, c'est surtout ça, quoi. Putain, qu'est-ce qu'on s'y attendait pas. Et c'est un jeu qui fait avec tellement d'amour, où oui, bah je pense que le budget, le temps, l'équipe a fait qu'il a fallu mettre les potards à fond sur certains trucs et pas sur d'autres. C'est ça. On se retrouve avec des défauts qui sont pas majeurs. Et oui, on chipote parce qu'on adore rentrer là-dedans. Et oui, il y a des petits trucs où on a grincé des dents. C'est important. Mais rien où on s'est vraiment dit putain de merde, quel jeu de merde. À aucun moment on s'est dit ça. Non. Le jeu affecte mon quotidien. Rien que tous mes trajets en voiture sont différents, rien qu'à cause de la musique. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Juste pour l'anecdote, samedi j'ai un trajet de bagnole d'environ 15 heures. Qui j'aurai en passager va se manger l'OST dans la gueule et y a pas de problème. Et je laisserai pas le choix en fait, je laisserai juste pas le choix. C'est moi qui conduis. Je suis trop content d'avoir joué à ce jeu, je suis trop content qu'il soit dans cet état-là. Trop content que ce jeu existe, qu'il ait pu exister dans une industrie où elle en est actuellement, tu vois. C'est vrai. J'ai beaucoup d'espoir quant à ce qu'il pourrait créer. Ne soyons pas non plus en mode c'est le Messi qui va tout sauver et tout, c'est complexe cette industrie. Mais il montre des bonnes choses. Ouais. Il envoie des bons messages à tous les points. Vraiment sur tous les points. Même sur le prix dont on n'a pas parlé, mais c'est un jeu qui coûte 40 balles. Enfin, putain de rendez-vous merde. compte. C'est un putain de jeu qui coûte 40 balles, merde. Et c'est impressionnant. Voilà. Merci Sandfall. Hein, Merci, sincèrement. et puis même d'un côté perso, je pense que ça nous a tous les deux fait beaucoup de bien. Absolument, absolument. T'as raison de le dire. Voilà, c'est ce que répond le réel à chaque fois. Le Gauthier, on s'en fout, c'est ce que ça a créé chez les gens. Il a raison. Jérôme. Guillaume, toujours, hein. Ça a pas changé. Je t'ai pas repris tout Oh à l'heure. putain. J'avais dit Jérôme Engine. C'est Guillaume, évident. Ouais, moi, C'est si pas c'est grave. pas un prénom, si c'est pas Peter William, moi j'y arrive plus. Enfin, écoute, est-ce qu'on conclurait pas? Ouais. Je vous remercie énormément de nous avoir écoutés sur ce podcast très long, alors qui sera pas aussi long pour vous que pour nous, mais qui nous aura duré quand même 3h30 d'enregistrement. J'espère que ça vous aura plu autant qu'à nous, vraiment. Merci infiniment de nous avoir écoutés, c'est toujours un bonheur d'enregistrer ces podcasts. Non, vraiment, et puis merci encore de l'invitation. Je suis très content de ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Je suis très content aussi des retours sur Métaphore, je l'ai déjà dit, mais là, je pense que ça va être encore plus fluide. Oui. Puis même toi sur le montage, t'as dû apprendre plein de trucs, de rythme et tout. Bien sûr, absolument. Évidemment, bombardé de retours si vous avez quoi que ce soit, nous on lit tout. On lit tout, C'est vrai. on prend tout. Merci aux donateurs, merci à la Bah oui, passionnée. merci aux donateurs, c'est vrai que je le fais plus trop ces derniers temps, mais merci à ceux qui soutiennent. Merci, bah du coup, merci Costi. Merci mes deux balles qui partent tous les mois depuis des années maintenant. Depuis, Ils sont pour toi. depuis tellement d'années. Il y a des gens comme Costi, hein, et je vous remercie. Et puis écoutez, de mon côté, je sais pas quand sortir cette vidéo, j'en sais absolument rien. Je vous donne rendez-vous pour une review Jojo comme d'habitude. Hein. C'est vrai. Il y aura une grosse vidéo Persona qui va sortir cet été si tout se passe bien. Oui. Merci beaucoup, n'hésitez pas à partager la vidéo, Costi l'a dit, à donner vos retours, à mettre un like, tous les trucs importants classico quoi. Oui. Jouez à Clair Obscur, même si vous l'avez sûrement fait en vrai si vous êtes ici. Jouez à plein de trucs. Jouez à plein de trucs, hein. Lisez plein de trucs, regardez plein de trucs, voyez plein d'endroits, parlez à plein de gens, écoutez plein de trucs. Voilà. Bien sûr. Et je pense que, vu qu'on est sur un jeu très similaire au jeu qu'on a traité la dernière fois en fait sur le propos, Oui. je pense qu'on va renouveler la conclusion. Ah bah oui. Et qu'on va faire exactement la même qu'il y a 6 mois en fait, parce que ben, on est encore dans le thème. Et je vais te laisser la dire, si tu m'as bien compris. Que la fantaisie continue. La fantaisie. n'est J'entendais jamais finie. We need to kill AI artist. Ah putain de merde. We need to kill AI artist, oui. Moi j'étais dans Bien sûr. Fantasy Live Zone, mais bon. Bah oui, on est là-dedans aussi, bien sûr. Mais Mais- pour que la fantaisie continue, Oui. We need to Voilà. kill AI artist, c'est de pire en pire. Monde de merde. voilà, c'est de pire en pire monde de merde, je suis d'accord, putain. Voilà.
Allez, laissons-nous là-dessus. On y croit. On reste vigilant, mais on reste optimiste. Voilà. On baisse pas les bras, je veux être le mec chiant quand j'aurai 70 ans, j'aurai jamais changé d'avis. Par Pareil. pitié. Pareil, je le Par serai, pitié. je veux l'être encore, bien sûr. Allez, des gros bisous. Des gros bisous.